Mesdames et messieurs, merci d'être, comme d'habitude, aussi nombreux pour cette 6e masterclass. Ce soir, notre invité avec lequel nous allons débattre, c'est notre ami Julien Drey. Tellement de souvenirs me rattachent à Julien que peut-être nous aurons l'occasion d'évoquer tout à l'heure, parce qu'il concerne directement les sujets que nous allons aborder ce soir. Mais immédiatement, pour rentrer dans le vif du sujet et présenter cette masterclass avec Julien Drey, l'irremplaçable Gérard Rabinovitch. Bonsoir. Bonsoir. Nous vivons un douloureux et étrange moment. Bien des choses semblent arriver à échéance, une échéance qu'on dirait pompeusement historique. Des routines, des illusions, des encombrements et des fourvoiements arrivent à épuisement ou s'écrasent brutalement. Les certitudes sont devenues des jactances, des idéaux devenus des grimaces, des momeries devenues des suicides, ça craque de partout. De grandes plaques tectoniques se sont mises en mouvement, de vastes redistributions géopolitiques prennent de nouvelles marques, des ancrages spirituels et montages cognitifs changent de cap, des reformatages des mentalités collectives prennent forme et surtout, parmi tout cela, des forces mauvaises de destruction, affamées d'obscurité, sont en marche. Difficile aujourd'hui d'en avoir une vue panoramique, encore moins synthétique, tant leurs secousses s'affichent, multidimensionnelles, simultanées et fragmentées. Les optimistes, confiants dans la providence, guettent dans ces obscurités des traits de lumière aux quatre coins de l'horizon. Les pessimistes, échaudés par les récurrences de l'histoire humaine et l'obstination de l'humanité à tout essayer du pire, scrutent la nuit qui s'étend, veillant à côté d'une bougie, comme le disait un vers du poète René Char. Il importe en tout cas qu'optimistes et pessimistes se tiennent la main. Nous ne pourrions tenir bon que dans leur concert. C'est ce que nous faisons ici. Dans tout ce maelstrom, au nombre des diverses facettes des désillusions qui nous accablent, évoquons un instant, en préambule d'atmosphère à la rencontre de ce soir, le mauvais sort que nous ne manquons pas d'observer, qui est fait à quelques contributions au bien commun de l'humanité. Elles furent le fait d'hommes, appuyés sur leur judéité matricielle, animés d'ailes, en tentative de réparation du monde. Ainsi, par exemple, mais pas pris au hasard, de l'invention impérative en 1943 de la notion de génocide, puis de son introduction dans le droit international par le juriste Raphaël Lemkin. De la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948, dont René Cassin fut un des principaux concepteurs et rédacteurs, et en fut salué d'un prix Nobel de la paix, et qui aboutit à la création d'un Conseil des droits de l'homme à l'ONU. De la conception d'une cour pénale internationale à partir des années 70 par Benjamin Ferencz, conjointement avec Robert Wotzel, ou encore de l'organisation Amnesty International, fondée en 1961 par Peter Benenson, né Solomon. Irrigués chez leurs initiateurs de l'esprit de justice, de raison, de vérité, en pilier de civilisation, ces créations du droit international ne fonctionnent plus. Ces trois références éthiques, manifestement abjurées par leurs successeurs. Ils ne fonctionnent plus qu'en tant qu'instruments de vertu pommadés, à peu de frais cérébraux, et retournés comme des armes maintenant contre une existence juive vouée aux gémonies. Sigmund Freud, dans une lettre à Sabina Spielran faisant allusion à ses déconvenues avec Carl Gustav Jung, prononça à cette occasion cette amère déception générique. Ils ne font jamais rien que nous piller sans jamais nous dire merci.
Ne trouve-t-on pas quelque écho similaire en portant notre regard dans une autre direction lorsque des prétendus disciples de Trotsky, tels le NAP, saluent sans honte le 7 octobre à l'étage de l'insurrection du ghetto de Varsovie? Ou encore les LFistes adoubent le Hamas et ses actes de mouvement de résistance? Les trotskistes, dans notre jeunesse, j'en fus, y précédant même à quelques courtes années près notre invité de ce soir, lisaient sérieusement, eux, Trotsky. Et ils n'ignoraient ni les descriptions éprouvantes qu'ils faisaient en les dénonçant des pogroms à Odessa, dont les exactions et les exaltations des meurtriers du 7 octobre sont la reproduction à l'identique, ni que, devant la nature de l'hitlérisme et des exterminations qu'ils devinaient s'y annoncer, la perspective sioniste d'un État pour les Juifs devenait incontournable, y compris du point de vue révolutionnaire internationaliste où il se trouvait. Ce n'est pas le moindre des mérites du livre de Julien Drey que de l'avoir judicieusement rappelé, ce n'est pas le seul mérite. Dans le cas des LFistes, cette volonté d'ignorance des aveux explicites d'un héritage de Trotsky, rejet de son signe juif, se double d'un remontage organisationnel qui n'a plus rien à voir avec le centralisme démocratique, en héritage également de cette filiation révolutionnaire. Nous avons plutôt affaire à un chef de horde, tel que l'anthropologie freudienne l'a théorisé, avec tous les ingrédients mentaux d'un psychoculturel archaïque. Un chef de horde ne supportant d'être entouré que de vassaux incultes sur lesquels régnait une plèbe mentale, dont l'inculture, le salmigondi idéologique, les manières et les aboiements consonnent davantage avec le plébéianisme de la Sturmabteilung, la SA, la section d'assaut, qu'avec l'attirance respectueuse pour la Bildung, la haute culture, qui était un foyer de résidence de l'internationalisme des révolutionnaires d'autre temps. On pourrait lire là-dessus encore Trotsky, son littérature et révolution. Est-il besoin d'aller chercher plus loin que dans cette mentalité de chef de horde son affection pour Chavez, son tropisme pour les régimes autocratiques du totalitarisme de Russie, de Chine, de la Syrie d'Assad, et la mutation en proxy politique de l'Iran, de son appareillage publicitaire avec Rima Hassan en figure de proue de gondole? Julien Drey va pouvoir nous en dire davantage maintenant. C'est une intervention pas du tout anodine pour nos ateliers pour agir ensemble. Il a rencontré, avec le 7 octobre, son point d'objection morale, selon l'expression inventée par le psychanalyste Fethi Ben-Slama. C'est un point de retournement. Dans la narrativité juive, ça pourrait se dire faire tchouva. Bon, là, nous compatissons. Et pour nous tous, qui n'avons pas œuvré comme lui dans le sérail politique de ces dernières décades, c'est une bienvenue source de réflexion en provenance de l'intérieur de ce milieu. Juste, avant de lui céder la parole, et pour poser un jalon aux débats qui s'ensuivront, j'ajouterai que je ne crois pas que Mélenchon soit un immense gâchis pour la gauche, comme peut-être la déception d'une amitié politique le fait dire encore à Julien Drey, tout en ne manquant pas de l'identifier d'être devenu dorénavant dangereux pour ce pays. Non, l'immense gâchis de la gauche républicaine, c'est son problématique point aveugle, c'est celui de continuer à l'inclure encore de gauche, lui et sa camarilla, ce qu'ils ne sont pas ou plus. Merci Gérard pour ces quelques mots d'introduction. Nous allons maintenant céder la parole à Julien Drey, qui va bien sûr nous parler de son livre et qui pose une question fondamentale, qui est Mélenchon? Et cette soirée que nous avons intitulée « Histoire d'une trahison républicaine ». S'il y a bien un sujet qui nous tient à cœur ici chez Agir Ensemble, c'est de mener ce combat pour la République, pour la laïcité, contre les islamismes, contre tous ceux qui veulent faire sauter finalement la société dans laquelle nous vivons et qui, bien évidemment,
ont pris comme bouc émissaire l'État d'Israël et le peuple juif. Mais nous le disons à chaque fois et nous le répétons ce soir, ce n'est qu'un prétexte. Ceux qui en veulent aux Juifs et à Israël ont un agenda bien plus vaste et bien plus ambitieux que cela. Et c'est ces méandres de la conscience humaine et de la vie politique française que nous allons essayer de découvrir un peu mieux ce soir avec Julien Drey, qui prend la parole immédiatement. Vas-y, Julien. Bon, d'abord, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Arié m'avait dit, viens, on va faire une masterclass, tu verras, la salle sera pleine. J'ai dit, bon, Arié, t'exagères. C'est pas possible, pas par les temps qui courent. Mais ici, tu verras, la salle est pleine. Il a eu raison, une fois, pas toujours. Mais la salle est pleine et donc, merci d'être là. Parce que c'est vrai que depuis le 7 octobre, j'aime la formule de Georges Bensoussan quand il dit, c'est pas le 7 octobre, le 7 octobre a été terrible, mais c'est le 8 octobre qui a été plus dur. Parce que le 8 octobre, on a retrouvé la solitude. Et c'est cette solitude qui nous a, les uns et les autres, interpellés. La solitude d'abord d'amis autour de nous, qui nous disaient « oui, mais quand même ». Vous savez, c'est toujours « oui, mais quand même ». Quand même quoi? Oui, mais il ne faut pas en faire trop. Ah bon? Et cette solitude qui a été en progression tout au long des mois qui ont suivi. Et puis, il y a eu ceux qui ont franchi le Rubicon, ou en tous les cas, qui ont été jusqu'au bout de la logique dans laquelle ils étaient. Alors, je ne veux pas être trop long, d'abord parce que comme ça, vous serez motivé peut-être pour lire le livre, mais je vais juste préciser les choses en tableau. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon en 1986. Et nous avons fondé, je l'assume, un tandem politique très dynamique, très turbulent. On nous appelait Méchancon et Gueule Dorée. C'était le Rocardien qui a inventé cette formule. Mais nous avions, à l'intérieur du Parti socialiste, et aussi beaucoup dans la jeunesse, créé des réseaux extrêmement dynamiques et donné un peu de sursaut à ce Parti socialiste qui était déjà très vieillissant. Nous avions le regard amical, affectif, protecteur même, du président Mitterrand qui, quand ce qu'on appelait les éléphants allaient se plaindre de nos turbulences, disait « oui, mais au moins ils ont des idées et ils essayent de se battre autour de ces idées-là ». Bien. Et donc nous avons fondé ce tandem et nous avons fondé ce courant avec des figures que vous retrouvez encore aujourd'hui. Certaines sont décevantes, d'autres sont, je dirais, encore malgré tout dans le combat, qui ont été formés, éduqués à tout cela. Nous venions tous les deux, pour que les choses soient claires, du trotskisme. D'un trotskisme qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Nous étions dans l'après-68, dans ce que Henri Weber, qui est un vieux camarade qui a disparu, disait mais 68, c'était la répétition générale d'un rêve qui devait arriver, la révolution. Celle qui avait tourné en drame avec Staline, mais qui pouvait renaître à partir des années 60, et avec cet espoir que tout ce que portait cet idéal de révolution, de paix, de fraternité, d'humanité, tout ce que vous voulez, était à nouveau en marche. Et nous étions portés par ce mouvement-là. Nous n'avions pas fait mai 68, mais nous étions sous l'influence de la génération de mai 68. Et dans cette mouvance-là, le trotskisme était la forme la plus structurée, la plus organisée, la plus sérieuse, la plus volontaire. Mais avec un élément très important, c'est que la plupart des dirigeants de ces formations trotskistes, à l'époque, étaient formatés par le combat antifasciste et donc par le combat contre l'antisémitisme. C'était quelque chose qui était naturel. Naturel parce que souvent, leurs parents avaient été victimes de ces persécutions ou avaient été des combattants de cela. Et donc c'était, je dirais, génétique chez nous d'être à la fois antiraciste et évidemment de combattre l'antisémitisme. Ça n'avait pas de place. Il y a eu une période troublée, pour être honnête, qui a été pour nous l'offensive des pays arabes contre Israël en septembre 1973. Et là, les premières tensions ont commencé entre nous avec ceux qui se revendiquaient de la révolution en cours ou de l'offensive, etc., dont un des personnages que vous connaissez aujourd'hui s'appelait Louis Plenel, et puis la plupart d'entre nous qui disions bon d'accord, ok, mais quand même quoi, faut faire attention. Et donc les réunions ont été tendues dans ces
ces journées-là, il fallait aller à des manifestations pour voir les peuples palestiniens, et on était peu candidats à aller à ces manifestations. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les autres courants d'extrême gauche, maoïstes, tout ce que vous voulez, eux, étaient totalement déjà investis dans la solidarité avec ce qu'on appelait le Front populaire de libération de la Palestine et toutes ces organisations-là qui vont donner naissance après au reste. Mais malgré tout, et j'insiste là-dessus, il y avait ce sentiment que quand on était engagé comme nous l'étions, la question de l'antiracisme et la question de l'antisémitisme était pour nous quelque chose d'élémentaire, de fondamental. Et donc, je dirais, nous avons, avec Mélenchon, cheminé comme ça. Il se trouve que moi, lui avait son parcours plutôt d'un homme d'appareil politique, venant d'une famille qui avait des classes en la matière, dans la bataille des positions à l'intérieur des appareils, etc., ce qu'on appelle le lambertisme, pour ceux qui ont un peu de formation là-dessus, et dont Lionel Jospin en a été un symbole. Et moi, je venais de l'autre famille, celle qui était plutôt dans ce qu'on appelle l'agite-propre. C'est-à-dire le sens du mouvement, la recherche de comment on allait faire descendre les gens dans la rue, ça nous a plutôt réussi, et le montage de ce qui pouvait être le combat autour de ça. Bon, la synthèse des deux était porteuse, pour être honnête. Chacun avait son espace, et la synthèse des deux a permis la naissance de ce que je vous ai décrit. Et puis on s'est séparés, bon, je ne reviens pas là-dessus. Lui, à partir de là, a commencé un chemin que j'ai observé de loin, en comprenant pas tellement la manière dont il évoluait, parce que celui qui était le plus socialiste des deux, c'était lui. Celui qui était le plus lié à l'appareil socialiste, c'était lui. Celui qui était le plus discipliné par rapport à l'appareil socialiste, c'était lui. Et celui, et j'insiste là-dessus, qui était d'un certain point de vue le plus marqué par la reconnaissance, le soutien à l'État d'Israël, c'était lui. Et oui, c'était lui. Je raconte souvent dans les réunions et un peu dans le livre, nous avions un rendez-vous, parce que notre bastion, c'était la Fédération de l'Essonne. Bon, ce beau département dont j'ai été député pendant 25 ans. Et nous avions un rendez-vous, en général, tous les vendredis, vers 18h, 18h30, dans son bureau à Massy, je dirais, quelques camarades, ténors, un peu, etc., pour faire un peu le point de la semaine, pour préparer le week-end, pour échanger. Bon, voilà, c'est un moment de convivialité. Mais régulièrement, quasiment toutes les semaines, celui qui mettait fin à ce moment de convivialité, c'était Mélenchon. Et pourquoi il mettait fin à ça? Parce qu'il nous disait « j'ai Shabbat ». Et oui, il nous disait « j'ai Shabbat », parce qu'il était... Mais oui, mais j'insiste, il faut se connaître. Il était le chouchou de la communauté juive de Massy, qui était une communauté très puissante à Massy, et qui était dirigée à l'époque par le père de Jérôme Guedj, qui est aujourd'hui député, qui s'appelait Jean-Pierre Guedj, que vous retrouvez. Et donc, pour lui, c'était un rendez-vous très important. Et d'ailleurs, il m'arrivait parfois de me faire engueuler en me disant « mais tu vas pas à Shabbat ?» Je dis ouais, « laisse-moi tomber, ça va, quoi. » Comment? Moi, j'y vais. Voilà. Vous voyez. Non, mais c'est intéressant de savoir ça, pour voir un peu l'évolution des choses. C'était jusqu'à dans les années 2000. Voilà. Jusqu'à, grosso modo, 2002, 2003. Voilà. Donc, c'est à la fois lointain, mais c'est quand même pas si lointain que ça. Voilà. Et puis, Mélenchon a donc commencé une longue errance que j'essaye d'analyser. Je l'observais. On avait gardé le contact. J'étais pas d'accord avec la manière dont il a présenté les choses. J'étais pas d'accord avec son positionnement au moment du référendum de 2005. On s'était beaucoup engueulé parce que je considérais qu'il fallait voter oui, non pas parce que c'était formidable, mais parce que je pensais que c'était un compromis dont l'histoire a montré qu'on aurait mieux fait de le faire par la suite. Mais on discutait, on échangeait. Et puis, lui faisait sans arrêt des critiques sur l'évolution du Parti socialiste, etc. Et puis, dans ce cheminement politique, il a été amené à devenir le candidat à l'élection présidentielle en 2012. Dans ce cheminement, y compris dans cette campagne, la première campagne présidentielle qu'il fait, rappelez-vous, Mélenchon, il est un dirigeant plutôt de la gauche radicale, très marqué d'ailleurs par la lutte contre le Front National, puisque toute sa campagne de 2012, il l'a fait, rappelez-vous, en interpellant Marine Le Pen, et plutôt bien d'ailleurs, à l'époque. Hein, rappelez-vous ces débats où, lisez le journal parce que vous ne pouvez plus répondre, etc. Bon, et donc jusqu'à ce moment-là, il y avait un débat sur la situation, sur l'appréciation de la situation en France, sur la radicalité ou pas, mais il n'y avait pas de signe d'évolution idéologique qui faisait qu'on ne pouvait plus se parler. Bon.
les choses ont commencé à évoluer tout doucement, avec des petits signes, vous savez, comme on dit, les signaux faibles. Hein, mais sur des phrases, sur des positionnements, etc. La première tension, elle apparaît quand Jean-Luc Mélenchon m'appelle, il me dit « il faut que tu me réconcilies avec la communauté juive ». Je dis « Jean-Luc, t'es sympa, mais il faut quand même que de temps en temps, tu fasses attention à ce que tu dis, quoi. Parce que tu as quand même un peu dérapé, quoi, ces derniers temps. » « Mais non, pas du tout, comment tu peux me remettre ça en cause, tu me connais, toi, etc. » Bon, ouais, quand même, Jean-Luc. Bon, écoute, je vais faire le travail. Je vais voir à l'époque les dirigeants du CRIF, qui étaient mes copains. Je dis, bon, on ne peut pas trouver un... Et les dirigeants du CRIF, d'ailleurs, généreusement, me disent, écoute, il n'y a aucun problème. Juste qu'à un moment donné, il accepte de dire que l'État d'Israël, ça existe, et qu'il reconnaît l'État d'Israël. Pour moi, c'est tellement naturel que j'appelle Jean-Luc. Je dis, bon, écoute, fais une déclaration disant que la reconnaissance de l'État d'Israël est pour toi incontournable, que c'est un fait, que voilà, qu'après, tu peux avoir des positions sur l'avenir du peuple palestinien, etc. Mais il me dit, ah non, je ne vais pas aller à Canossa, je n'ai pas besoin d'aller à Canossa. Je dis, non, mais attends, si tu es en cohérence avec toi-même, je ne vois pas quel est ton problème. Non, mais bon, voilà. Bon, donc il ne le fait pas. Et donc les choses commencent à s'installer. Premier signe inquiétant. Puis après, il y a, qui va être un élément clé d'ailleurs, la fameuse manifestation après la mort de Muriel Knoll. Et là, de manière provocatrice, il dit, il nous appelle tous, je vais venir. Il dit, Jean-Luc, fais gaffe, parce que vu les rapports que tu as avec la communauté ces derniers temps, c'est pas sûr que tu vas être accueilli, que tu vas être bien accueilli. Vous devez organiser ma protection. On lui répond, et moi le premier, je lui dis, va te faire voir. Va te faire voir, parce qu'on t'a demandé des choses, tu ne les as pas faites, donc maintenant tu t'assumes. Évidemment, ça se passe très mal, puisqu'il vient de manière provocatrice, il se fait prendre à partie, c'est bien, c'est mal, bon voilà, peu importe. Et à partir de là commence une mécanique nouvelle pour lui. Une mécanique de ressentiment à l'égard de la communauté, et de ressentiment à l'égard, je dirais, de tout ce que représente la communauté. Bon, donc là on s'engueule, on se parle de moins en moins. Ce sujet devient difficile. Et puis, il y a un moment de bascule que j'analyse dans le livre, qui pour moi va être important. C'est que Mélenchon pense qu'il est en phase avec des théories. Bon, je ne vous passe les détails, parce que les trois quarts du temps, c'est des modes théoriques. Un jour, il dit ça, puis le lendemain, il va dire autre chose. Voilà. Bon, alors là, son truc à la mode, c'était qu'il était avec une femme qui s'appelait Chantal Mouffe, et qui expliquait que la rupture désormais, c'était entre voilà, etc., contre l'élite et le truc maoïste de base, la souveraineté du peuple. Je suis incapable de vous l'expliquer. Bon, incapable, parce que même il me l'expliquait, je dis, mais je comprends rien, j'ai dit des trucs, c'est débile, c'est des maoïstes des années 60, 70 au service du peuple, on a combattu ça, la spontanéité, tout ça. Non, mais t'as pas compris, désormais, moi je suis le représentant de ce mouvement anti-establishment, et donc ce mouvement-là va me porter. Il était déjà un peu, cette tendance un peu qu'il avait apprise en Amérique latine, parce qu'il avait énormément fréquenté toutes les révolutions en Amérique latine, étaient effectivement très liées, voilà, et donc il avait cette formule qu'il appelait que c'est Vaillant, qu'il s'en aille, et lui il devait être le symbole de ça. Bon, et le tournant a lieu, c'est ce que j'essaie d'analyser, parce que j'essaie de comprendre, a lieu, je l'ai compris a posteriori d'ailleurs, pas sur le moment, avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, bon, lui et moi, on a quand même des fondamentaux, donc on comprend qu'il y a un mouvement social et que, contrairement à ce que disent certains, c'est pas un mouvement antisémite. Souvent, j'ai dit au Bureau national du Parti socialiste, bon, qui aujourd'hui est à la pointe de la lutte sociale, mais qui à l'époque était à deux doigts d'appeler l'armée pour tirer sur les Gilets jaunes, mais ça c'est Olivier Faure. C'est un caméléon extraordinaire. Je leur dis, attendez, c'est un mouvement social, c'est travailleurs, voilà, c'est quelque chose, il se passe quelque chose important. Des gens qui n'ont pas d'expérience politique, mais eux, ils n'ont pas le temps parce que voilà, il faut s'en occuper, il faut leur parler, il faut être présent. Bon, voilà. Et donc, moi, je vais, parce que c'est ma tradition, comme ça, je vais, je regarde, et il m'appelle, il me dit, il paraît que tu es dans les manifs des Gilets jaunes. Je dis, ouais, j'y suis, parce que je veux voir. Bon, on se voit. D'accord. On se voit un dimanche. Alors je décris la scène parce que c'est pour moi un moment incroyable. Il m'invite à la brasserie Flo. Et j'arrive à la brasserie Flo. La brasserie est divisée en deux, et la moitié de la brasserie est vide. Et lui, il est adossé au mur, parce que quand il va dans les restaurants, il s'adosse toujours au mur, parce qu'il dit c'est comme ça que j'évite que les balles me soient tirées dans le dos.
Voilà. Et donc, il est adossé au mur. Tous les serveurs sont là, autour de lui. Monsieur Mélenchon, forme de... Bon, voilà, je dis, putain, t'as la cote, hein. Bon, voilà, t'as vu, j'y peux rien, hein, t'as vu comment ils sont, les gens avec moi, extraordinaire. Je dis, ouais, ça va, essaie de me la faire, je la connais, celle-là. Voilà, bon. Et donc, on se met à discuter. Et moi, je lui dis, écoute, t'es en retard. Comment ça, je suis en retard? J'étais en retard. Tes militants, ils devraient déjà être sur les barrages, ils devraient faire ce que je t'ai appris. Alors, Arié va rigoler parce que ça, il l'a appris avec moi. Bon, j'ai dit, tu mets les militants dans les barrages. Les militants dans les barrages, ça va devenir les meilleurs militants des barrages. Tu vas faire une coordination des barrages. Tu vas faire une plateforme du barrage. Tu vas faire élire des représentants. Et d'ailleurs, il faut que tu fasses attention parce qu'il faut qu'ils gagnent, ces gens-là. Parce que c'est leur première lutte. Et donc, tu vas voir les gauchistes qui vont t'embêter parce qu'ils vont vouloir machin. Donc, il faut que tu... Non, mais t'as rien compris. Je dis, ah bon, j'ai rien compris. Ouais, non, t'as rien compris. Ce mouvement-là, spontanément, il va venir à moi parce qu'il va me reconnaître, parce que je suis leur porte-parole. Je dis, arrête tes conneries. Bon, t'es populaire peut-être, mais quand moi je suis dans les brasseries, je discute. Bon, les gens, au début, bon, ouais, vous étiez un peu les socialistes, mais après on discute. T'es pas plus que ça. Et puis ça se passera pas comme ça. Parce que ça, c'est une tentative de récupération du mouvement. Donc il faut que tu fasses au travail de démonstration d'aide. Et je me rappelle une polémique, j'ai dit la première chose que tu devrais faire, c'est leur apprendre à faire... Toi, tu as les militants, à protéger leurs manifestations, à ne pas se faire tirer comme des lapins par le pouvoir qui s'est comporté, je le dis, c'est un des plus grands reproches que j'ai à l'égard d'Emmanuel Macron et de son ex-ministre de l'Intérieur, avec une violence contre des braves gens. Parce que ce n'étaient pas les casseurs, hein, ceux qui ont pris des balles dans les mains, dans les machins, qui ont perdu des yeux, des mains, etc. Voilà, c'était une violence, je m'excuse de le dire, mais de classe. Ces gens-là, il fallait leur faire baisser la tête, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se révolter. Voilà. Et donc, je dis, je ne comprends pas. Après, allez, fais le truc, bon voilà. Et puis, évidemment, il se passe ce qui était prévisible. Ce mouvement dégénère, devient manipulé une partie par l'extrême droite, une partie par l'extrême gauche. Et ce mouvement n'apporte rien, fondamentalement, par rapport à ce que espéraient les gens. Voilà. Et surtout, il y a les élections européennes derrière. Et aux élections européennes, il n'y a pas un gilet jaune qui vote Mélenchon. Donc il fait un très mauvais score. Et à partir de là, va se mettre dans la tête de Mélenchon, en mouvement, maintenant j'ai après analysé dans le livre, une idée simple. Les prolétaires blancs, c'est tous des racistes, c'est tous des fachos, ils voteront jamais pour moi. Il faut que je trouve un nouveau public. Et là, va naître dans sa tête l'idée que ce nouveau public, ce nouvel exploité, le symbole de cette nouvelle dimension, c'est le jeune des banlieues et la population qui vit dans ces quartiers, etc. Qui n'était pas son thème jusqu'à maintenant. Bon, il nous regardait, et moi, des fois, souvent, ils m'ont gueulé, parce que, bon, évidemment, via SOS Racisme, etc., je dis, bon, t'en fais peut-être pas un peu trop là-dessus. Bon, voilà, bon, je vous passe les détails. Voilà. Et là, c'est une marche qui commence, tout doucement, avec des figures qui vont apparaître autour de lui, qui, elles, ne sont pas d'ailleurs des figures spontanées. La jeune Obono est une militante trotskiste formée par un groupe qui s'appelle Socialisme par en bas, et dont les origines sont liées à M. Corbyn en Angleterre. Voilà, et je vous explique ça parce que vous allez voir l'affiliation. Voilà. Et donc, ces gens-là, comme M. Coquerel, etc., commencent à lui dire « notre avenir, c'est les quartiers ». Et donc, il faut répondre. D'où le discours, première mutation. Vous savez, il n'y avait pas homme plus d'ordre que Jean-Luc Mélenchon. Dans la campagne de 98, parce qu'il était candidat au cantonal et moi j'étais candidat tête de liste au régional, j'étais obligé de le rappeler à l'ordre. Je n'exagère pas, t'en fais un peu trop sur l'ordre, matin. Tout juste, il n'appelait pas la population à dénoncer le moindre voyou qui croisait dans le truc. Donc j'étais obligé de lui dire, fais gaffe quand même, quoi. Il y a un équilibre à trouver, répressif, mais aussi préventif, etc. Lui, il n'y avait plus que... Là, voilà, il fallait... Bon, donc c'était un homme d'ordre. D'ailleurs, souvent, il l'a dit, je suis un homme d'ordre, républicain, etc. Il aimait l'armée, etc. Tout ce tralala qui, moi, me cassait un peu les pieds. Bon, mais lui, il adorait ça. Bon, voilà. Il n'y avait pas un 14 juillet où il n'était pas là, en train de regarder l'armée et se vanter de tout ça, etc. Bon. Et à partir de là, il change de discours. Et là, on le voit apparaître dans les manifestations, qui crie, la police tue, la police c'est encore répressif, le policier devient l'ennemi, et le jeune voyou qui est victime, soi-disant, de la violence policière, devient un héros. Donc c'est le changement, il commence comme ça. Et il va s'installer, vous allez le voir, raconter. Et puis, parce que je ne veux pas être trop long,
il y a ce moment, pour moi, qui a été le moment clé, qui va justifier après le travail que j'ai fait. Il y a son comportement à partir du 7 octobre. Et je vais être honnête avec vous, j'avais anticipé des choses, mais je n'avais pas pensé qu'il allait basculer comme ça, à ce point-là. Donc, le soir du 7 octobre, je suis comme tout le monde, un peu sous le choc. D'abord, choc des miens qui m'ont téléphoné, etc., qui me racontent. Puis, sous le choc de ce qu'on découvre les uns et les autres. Et puis, mon ancien assistant parlementaire m'a dit « T'as vu la déclaration de Jean-Luc ?» Je dis « Écoute-moi, franchement, là, j'ai pas la tête à aller lire la déclaration de Jean-Luc. » Il dit « Si, regarde. » Je regarde la déclaration, je dis « Il a dit ça, comme ça ?» Alors, il va corriger, c'est une connerie, là. Non, il me dit « Écoute, voilà. » Et les heures passant, les choses ont été crescendo, et il a installé un discours. Il a installé un discours qui était celui que vous connaissez et que nous détestons tous, qui est en gros le fait qu'il s'est aligné sur les positions des islamistes radicaux et que progressivement, pour lui, Israël est devenu un État à détruire parce que cet État est le représentant de l'impérialisme américain. Et que dans sa conception des choses, ce que j'ai décrit, une conception nouvelle, que j'appelle la conception campiste, il y a les bons et les méchants. Les bons, c'est tous ceux qui s'affrontent à l'Amérique. Voilà. Les méchants, c'est tous ceux qui sont avec l'Amérique. Et donc Israël est avec l'Amérique. D'ailleurs, on se demande même si ce n'est pas Israël qui dirige l'Amérique de son point de vue, parce que s'il va jusqu'au bout et s'il renoue avec les discours de la gauche française avant le procès de Dreyfus, c'est ce qu'il dira. C'est les banquiers juifs qui dirigent les États-Unis, c'est les multinationales dirigées par des juifs, etc. Tout ça s'installe. Et voilà. Bon. Et donc, c'est ce cheminement-là qui m'a évidemment interpellé et qui m'a amené d'abord à polémiquer avec lui. Les choses ont été grandissantes. Les prises d'opposition sont devenues de plus en plus insupportables. Et c'est ça qui a justifié que je fasse ce livre que je n'avais pas envie de faire au départ, pour être honnête avec vous. Parce que bon, moi, taper sur des anciens copains, c'est pas mon truc. Bon, on peut avoir des divergences, etc. Mais voilà. Et donc, j'ai essayé de faire ce travail. Ce travail, j'ai essayé de le faire non pas comme un règlement de compte, mais pour essayer de comprendre. Et c'est pour ça que le titre est important pour moi. J'ai enlevé le point d'interrogation. Au départ, j'avais le point d'interrogation. Et j'ai enlevé le point d'interrogation parce que désormais, j'ai des certitudes. J'avais des doutes, j'ai des certitudes. Et plus j'ai travaillé, plus ces certitudes sont devenues, pour moi, des éléments de référence. Puisque tu as pris le temps de raconter, j'ai effectivement essayé d'épuiser, ce que ne font pas les journalistes français malheureusement, aux racines de ce qui s'est passé en Angleterre. Parce que c'est de là que ça part. Ça part au début des années 70, où des anciens trotskistes théorisent l'idée que désormais, la pointe avancée de la lutte contre l'impérialisme américain, c'est les masses islamistes. Et que donc, il faut faire ce qu'on appelle dans le trotskisme le front unique avec les masses islamistes, parce qu'il faut faire un chemin commun avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont parasité la gauche travailliste anglaise, en arrivant même à en prendre le pouvoir, pour un temps, avec Corbyn, qui était devenu l'ami de tous les mouvements terroristes, etc. etc. Et lui, c'est là qu'il prend ses sources et ses racines. Et à partir de là, il établit, je dirais, sa doctrine politique telle que vous la voyez se développer. Ça, c'est la racine. Et puis après, il y a évidemment le calcul. Parce qu'il y a aussi un calcul, il est tout sauf stupide. Son calcul, il est simple. Il y a 10 millions de musulmans en France, installés sur le territoire français. Il y en a 7 qui votent. Aujourd'hui, il n'y a que 30% de ces 7 millions qui votent vraiment. Et quand ils votent sur ces 30%, ils votent à 70% pour lui. Donc, la chose est simple. Si au lieu qu'ils votent à 30%, ils votent à 70% comme tous les Français, et s'ils gardent la même proportion, j'ai 6 millions de voix à la présidentielle. Si j'ai 6 millions de voix, je suis au deuxième tour. Et si je suis au deuxième tour, c'est moi qui fais la loi. Donc, tout ça est pensé. Ce n'est pas du délire quand j'entends les gens en disant « il est devenu méga ». Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas... il peut délirer dans ses je dirais, meetings, etc. Mais c'est un homme rationnel. Il pense véritablement qu'il peut faire une révolution en France et qu'il peut prendre le pouvoir. Et qu'il a désormais une base électorale, un socle électoral qui lui permet ça. Et en face de lui, sa chance, dans le moment actuel, c'est qu'il n'y a rien de solide. Il n'y a rien qui tient.
Il n'y a rien qui tient parce qu'il n'y a rien il y a un affaiblissement de la culture politique, de la culture historique, de la classe politique française, dont Macron est le symbole. Vous savez, Macron, c'est moi qui lui ai expliqué le Proche-Orient. Il ne comprenait rien. Voilà. En 2004, je ne fais pas de frime là-dessus. Il ne connaissait rien. Voilà. Voilà. Et un jour, il me dit, mais explique-moi, je ne comprends pas, etc. Voilà. Bon, on a passé des heures. Bon, voilà. Bon, Macron, il commence par vous dire, mais l'État d'Israël, en fait, c'est la mauvaise conscience du monde sur la Shoah. Tu dis, attends, arrête tes conneries, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais si, regarde, mais non, mais toi, voilà, bon, voilà, vous voyez le cheminement. Mais il pense ça. Voilà, c'est comme ça qu'il le pense. Voilà. Mais il n'est pas le seul. La plupart de ceux que je vois aujourd'hui sont d'une grande faiblesse de culture politique. Bon, donc en face de Mélenchon, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je suis inquiet, moi. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Parce que je me suis dit, si, moi, avec ce que j'ai appris, ce que je sais, je ne donne pas aux générations, aux jeunes comme aux moins jeunes, les éléments pour aller l'affronter, ben personne ne va l'affronter. Parce que l'affronter, c'est pas simplement dire qu'il est méchant, c'est pas dire qu'il est hystérique. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que par ailleurs, il a tout de suite, immédiatement, la facilité de dire je suis victime parce que je dis des vérités, c'est pour ça que vous acharnez contre moi. Et puis qu'il a compris le système. C'est la vedette du système. Vous savez, là, moi, je sors le livre, mais j'ai des tas de télévisions qui ne veulent pas m'inviter. Et pourquoi elles ne veulent pas m'inviter? Parce qu'elles ne veulent pas se mettre mal avec Mélenchon. Parce que Mélenchon, c'est l'audimat. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur une télé, il fait l'audimat. Par sa provocation. Alors après, les présentateurs vous disent, ouais, etc. Mais eux, ce qui compte pour eux, c'est l'audimat. Parce que l'audimat, c'est le pognon derrière. Donc, ils ne veulent pas s'affronter avec lui. Il a passé une... Je le sais, parce que j'enquête, et puis que j'ai gardé aussi mes petites méthodes de trotskiste. J'ai quand même quelques individus qui me donnent des informations. Je sais qu'il a passé la consigne. Aucune polémique avec Julien. Surtout, vous n'en parlez pas. Mais par contre, il faut essayer de faire qu'ils disparaissent. Voilà. Donc les libraires, par exemple, me racontent que sans arrêt, ils ont des gens qui viennent les voir, disant, vous ne pouvez pas retirer le livre de Drey, là, parce que bon, ça va faire des incidents, vous savez, ce qui est d'avoir... Voilà. Impossible de faire des signatures, parce que les libraires ont peur. Mon éditeur me dit, on ne peut pas faire de signature, parce que les libraires ont peur. Vous allez dans une grande librairie, là, à l'écume des pages, et le libraire, qui est un copain à moi, me dit, toutes les demi-journées, je suis obligé d'aller pour remettre ton livre sur la table, parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des jeunes qui viennent, de Sciences Po d'ailleurs, ils font semblant de traîner, et hop, ils prennent le livre et le mettent, ils le cachent. Voilà. C'est ça, je veux dire, la manière dont les choses se passent, et c'est ça la machine qu'il a créée. C'est une machine sérieuse. Je vais vous donner un autre exemple qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je suis des fois en colère contre ce monde. Les socialistes viennent disent on a passé un accord avec Mélenchon, et grâce à ça, on a sauvé 30 députés. Et ils sont contents, ils disent d'ailleurs, on a sauvé. Bande d'imbéciles, bande d'abrutis. Lui, il sait ce qu'il a fait. Parce que grâce à l'accord avec vous, il a eu 80 députés. Sinon, il n'aurait pas eu 80 députés. Mais 80 députés de Mélenchon, ce n'est pas 80 députés socialistes. Parce que chaque député de Mélenchon, c'est 3 à 4 permanents. Et les permanents qui travaillent avec lui, et je le sais puisqu'on a travaillé comme ça, ils ne travaillent pas 35 heures. Ils sont là tout le temps, ils sont exaltés, ils pensent que... Voilà. Donc il a aujourd'hui, intégrez bien ça, parce que ça pèse, 300 à 400 permanents politiques qui sont là du matin au soir et qui savent faire le travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que la prochaine étape pour lui, c'est à la fois la présidentielle, mais c'est aussi les municipales. Et qu'il va essayer de faire sauter la gauche à la corde sur les municipales parce qu'il veut implanter les choses. Voilà, donc voilà, je ne suis pas en train de dramatiser, je raconte simplement la manière dont les choses se mettent en place et l'affrontement politique qu'il va avoir avec lui. Voilà. Alors après, je finis là-dessus, oui, il le fait parce que, par ailleurs, il y a un problème majeur qu'on a tous découvert, en tous les cas que moi j'ai découvert depuis le 7 octobre, c'est qu'il le fait adosser à une évolution du monde. Une évolution du monde qui fait que la parenthèse de la Shoah est finie. Et que désormais, à nouveau, le juif, alors là c'est l'État d'Israël, est le paria. Et lui, il a compris ça. C'est pour ça qu'il martèle comme ça. C'est pour ça qu'il sait qu'il est dans un courant qui fait qu'aux Nations Unies, on passe son temps à condamner l'État d'Israël. Voilà.
dans un courant qui fait que les organisations comme Amnesty International, comme l'UNRWA, sont toujours en train d'expliquer tout ce qui se passe au Moyen-Orient et en Israël, mais oublient tout ce qui se passe dans le reste du monde. Dans un courant qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un prisonnier politique qui s'appelle Boualem Sansal en Algérie et que personne n'en parle. Mais donc voilà la mécanique telle qu'on est. Et je voulais donc finir là-dessus, sur l'évolution de la gauche, parce que tu as évoqué cette question, effectivement, c'est ce que j'essaye de comprendre. Il y a désormais un antisémitisme de gauche. Ils ont commencé à cheminer. Alors moi j'ai vécu ça. Ça a commencé par le fameux antisionisme. Voilà. On n'est pas antisémite, on est antisioniste. Ah d'accord, ok. Mais c'est quand même un peu ennuyeux parce que c'est toujours la même chose, quoi. Hein ? L'antisionisme, c'est la version moderne de l'antisémitisme parce que c'est toujours le même discours. Voilà. Et j'ai vu ça se mettre en place. Ma première alerte, vous allez la comprendre, elle est en 2002 pendant la campagne présidentielle de Lionel Jospin. Lionel Jospin était celui qui avait, c'était le dirigeant socialiste qui avait normalement la meilleure relation avec la communauté juive parce qu'il avait le courage d'avoir été en Israël et de dire que le Hezbollah était une organisation terroriste. Je vous rappelle ces images où il avait été caillassé, etc. Et tout. Et puis, on est en pleine présidentielle et commence, bon, je raconte dans le livre la séquence de ce qu'on appelle la deuxième intifada. Et dans cette séquence de la deuxième intifada commencent les premières agressions contre la communauté juive française. Avec deux séquences que j'ai vécues en direct. La première, c'est l'incendie de la synagogue de la Duchère, où Daniel Vaillant m'appelle en me disant « Lionel voudrait que tu ailles à la journée de dimanche de mobilisation ». Je dis « Non, c'est pas à moi d'y aller, c'est à lui d'y aller. Moi, c'est le juif de service, quoi. » Il me dit « Non, mais ne parle pas comme ça. » Je dis « Si, c'est à lui d'y aller. Et s'il n'y va pas, moi, j'y vais pas. » Bon, il n'y a pas été, personne n'y a été. Et pourquoi il n'y a pas été ? Parce que c'est la question que je me suis posée. Au début, je me dis c'est une question d'agenda. Mais quand même, d'agenda, dans un moment comme ça, l'agenda d'un candidat à la présidentielle, il est souple, parce qu'il voit les opportunités. Et là, tout d'un coup, il y avait une rigidité d'agenda qui était bizarre. Voilà. Donc, il n'y a pas été. Puis, il y a une deuxième étape. Il y a une manifestation qui est appelée à Paris par le CRIF, manifestation très importante, un dimanche. Et toute la semaine, il y a un débat sur est-ce qu'il doit y aller ou il ne doit pas y aller. Pour moi, et pour un certain nombre... Dominique Strauss-Kahn qui était là, Anne Sinclair qui était là, tout le monde disait mais attends, ça ne se discute même pas. Et à côté, il y avait Védrine. À côté, il y avait Védrine, et puis il y avait Elisabeth Guigou, puis il y avait Martine Aubry, qui disaient attention. Attention, mais attends. Donc on a eu un débat très violent, mais attention à quoi ? Attention, il ne faut pas froisser les jeunes des banlieues. Il ne faut pas froisser les jeunes des banlieues, parce que tu comprends, si on en fait trop. Je dis attendez, mais on ne raisonne pas comme ça. On raisonne autour de principes. Le principe, c'est qu'on est contre les agressions, on est contre l'antisémitisme. On n'est pas en train de faire on n'est pas dans un calcul électoral, j'en donne un peu aux juifs, j'en donne un peu aux arabes. Mais si vous rentrez là-dedans, vous êtes morts. Vous êtes fous. Bon. Et il n'est pas venu. Jusqu'à la dernière minute. J'étais dans la manifestation, on l'appelait, on lui disait viens, etc. Mal lui en a pris parce qu'il a manqué quelques milliers de voix. Et je pense qu'une grande partie des voix qui a monté, c'était les voix de la communauté juive. À juste titre. Bon. Voilà. Mais ça a cheminé. Alors, après, on a eu ce moment particulier où je deviens membre porte-parole du parti, donc membre de la direction, et un jour, je découvre une note qu'on m'amène, qui était écrite par un type qui s'appelait Pascal Boniface. Moi, je débarque dans le bureau de Hollande. Il dit, moi, ça a vu cette note ? Puis, c'est quoi ce truc ? Bon, mais pourquoi tu t'énerves là-dessus ? Je dis, mais t'es fou, quoi. T'as vu ce qu'il a écrit ? Alors il le lit, parce qu'Hollande, c'est pas un intellectuel. Dans cette chose-là, il relativise toujours. Bon, attends, on va s'arranger. Non, attends, François, c'est un problème, ce truc-là. Bon, écoute, charge-temps. Moi, c'est simple. Je convoque le mec, je lui dis, c'est quoi cette note ? C'est impossible, t'es fou, c'est contraire à nos trucs, on commence à discuter. Je vais voir Hollande, je lui dis, bon, écoute, c'est simple maintenant. Ou il est viré, ou c'est moi qui pars. Bon, il a été viré. Donc, depuis, il me poursuit de sa vindicte populaire. Il m'a fait, je ne sais pas trop, 4 procès, il les a perdus. Je ne vais même pas à ces procès. Mais ce qui était intéressant, c'était le cheminement idéologique. Et ce que portait la note. Et la note, elle disait, c'est clair, désormais, pour gagner, il faudra faire sourire, il faudra s'occuper des banlieues, des Arabes, etc. Je vous la fais courte, mais c'était ça qu'elle disait. Et il faut laisser tomber le caractère pro-sioniste du Parti socialiste tel qu'il s'est identifié dans son passé. Voilà.
Et ça, bon, j'ai pris le Parti socialiste, et ça a contaminé, évidemment, je dirais, toute une partie de la gauche, et avec les évolutions qu'on a connues. Bon, voilà. Donc on est dans un moment, et je vais finir là-dessus, et puis après on débattra, je m'excuse d'avoir été un peu confus, on est dans un moment, effectivement, qui est un moment compliqué dans la société française, avec, malgré tout, qu'on le veuille ou non, cette montée de l'antisémitisme, mais qui n'est pas qu'en France, qui est partout dans le monde, et avec, ça c'est la particularité, cette conversion d'une partie de la gauche à cet antisionisme militant qui devient un antisémitisme réel. Voilà. Et donc il y a là, effectivement, une bataille, d'après moi, idéologique. C'est pour ça que j'ai fait le livre, c'est pour ça que je pense qu'il faut éduquer les jeunes générations, c'est pour ça qu'il faut mener la bataille. Et c'est, pour être honnête, pour ça que je vais reprendre ma carte au Parti socialiste pour aller les faire chier. Voilà. Parce que moi, j'étais parti en 2002, parce que quand Olivier Faure m'a convoqué pour me dire qu'il allait présenter Anne Hidalgo à la présidentielle, j'ai dit, elle va faire 2%. J'avais même calculé mon truc. Elle a fait 1,7. Bon, j'ai dit, t'es fou, c'est bon, voilà. Bon, puis j'ai dit, bon, vous cassez les pieds. Moi, j'étais le seul, j'étais le dernier vieux là-dedans. Bon, voilà, j'allais, il y avait des petits jeunes présomptueux qui me disaient qu'ils connaissaient tout, etc. Bon, j'ai dit, allez, bon, j'en ai marre. L'heure de la retraite arrive, qu'ils se débrouillent. Bon, mais là, maintenant, je pense que, vu la situation, on ne peut pas laisser la situation se développer comme ça. Et je finis, parce qu'on est dans un moment très, très, très dangereux. Et j'insiste là-dessus. Parce que, comme on a une classe politique qui est faible, elle est en train de tomber dans le piège que Mélenchon leur tend. Le piège de Mélenchon, il est simple. Il veut pousser Macron à la démission. Et ce n'est pas stupide. Parce que Macron est aujourd'hui très fragilisé par les erreurs qu'il a commises, que pour l'instant, il fait le fanfaron en disant « venez me chercher ». Mais si demain, après, c'est parce que je le connais, il va encore faire une magouille à la con, c'est-à-dire au lieu de tirer les bilans, voilà, il va essayer de trouver une combine, etc. S'il a une deuxième censure, vous verrez que tous les éditorialistes, tous les décideurs, mais même les grandes forces économiques, diront le point de paralysie, c'est Macron. Donc il faut qu'il parte. Et il a beau raconter ce qu'il veut, quand il aura tous les éditos qui vont commencer, il ne tiendra pas très longtemps. Donc c'est ça le plan. Et quand vous voyez des dirigeants de droite commencer à reprendre à leur compte l'idée que Macron doit démissionner, tout ça participe du dispositif que veut installer Mélenchon. Et lui, il pense que s'il y a une présidentielle anticipée, la confrontation, ça sera lui et Marine Le Pen. Et que si c'est ça la confrontation, de toute manière, il l'a dit en privé, il dit c'est pas grave. Parce que si on perd, il y aura le chaos. Et si on gagne, on fera l'ordre à notre manière. Voilà. Donc, il pense, c'est pour ça que j'ai fait l'introduction prémonitoire en disant, le danger, c'est ça. Et le problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont tous en train de tomber dans ce piège-là. Voilà. C'est pour ça que je guette ce qui est en train de se passer. J'arrête pas de dire à un certain nombre de mes camarades, mais bougez-vous le cul, quoi. Il faut un gouvernement transitoire. Mais attention, si vous allez une présidentielle anticipée, je ne sais pas où on va. Et dans le moment actuel, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, parce que certains me disent « mais arrête de fantasmer ». Je dis « ah bon, j'arrête de fantasmer ». Vous avez vu les sondages dans les cités? Vous avez vu comment ça se passe en ce moment? Et qu'est-ce qu'ils vous disent, la plupart? Je les vois. Ils disent « oui, mais quand même, Mélenchon, c'est le seul à nous défendre. On n'est pas d'accord avec lui, mais il y a quand même lui qui nous défend. Et comme il nous défend, ben on va voter pour lui. » Et donc le calcul que je vous ai présenté tout à l'heure, il est possible. Voilà. Bon, voilà, je vous ai livré des choses un peu dans le désordre sur l'ambiance dans laquelle on est. Mais la bataille idéologique est importante et elle doit s'appuyer sur, je dirais, une vraie compréhension de ce qui est en train de se passer. Et le combat avec lui est un combat frontal. Mon sentiment, c'est que Mélenchon, si vous ne l'affrontez pas avec des idées et avec des idées claires, vous êtes balayé. Et vous êtes balayé parce qu'il est fort. Il a une formation, il a une densité. Voilà. Moi, je rêve, évidemment, vous avez bien compris. Je rêve de l'avoir sur un plateau avec moi, face à face. Bon, j'aurais pas ça. Parce que je le connais, je sais quelles sont ses contradictions. Parce qu'il raconte aussi n'importe quoi. N'importe quoi. Y compris sur le plan économique. Voilà. Où c'est du délire. Bon, je finis et puis je vous raconte. François Hollande est candidat
Ah, lui aussi, c'est un spécial. Bon, François Hollande est candidat aux élections législatives. Je l'appelle, parce que bon, je dis, moi, t'es candidat. Il me dit, oui, c'est le moment, l'opportunité, tu comprends. Moi, je dis, oui, d'accord. Enfin, tu aurais mieux fait quand même de te présenter en 2017. Même si tu avais perdu, au moins, on n'aurait pas eu un parti socialiste dans l'état dans lequel tu nous l'as laissé après, etc. Mais non, mais là, maintenant... Ah, bon. Je dis, d'accord, mais attends, j'ai rien compris, là. T'es candidat à quoi, là? Je dis, bah, je suis candidat Front Populaire. Je dis, tu te fous moi ou quoi? T'es candidat Front Populaire? Mais purée, quand on allait dans ton bureau, on te réclamait 1000 balles pour je sais pas quoi, tu nous expliquais que les finances publiques, etc., c'est pas possible. Voilà. Et là, t'es candidat sur un programme où il y a 230 milliards de dépenses publiques en un an. Mais attends, je veux dire, je veux bien, moi, tout ce que tu veux, mais ça ne tient pas debout. Je dis, oui, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Je dis, bah parce que quand même, il y a un problème. Je dis, mais non, mais personne ne lit les programmes. Donc c'est pas grave. Je suis d'accord, si on y va comme ça avec ce degré de cynisme, voilà. Donc, voilà, vous voyez bien. Mais ce que je vous raconte là, je le raconte parce que je pense que ça vaut mieux que tous les discours. Ça montre le caractère cynique dans lequel nous sommes aujourd'hui de la part d'un certain nombre de dirigeants politiques, qui sont donc prêts à n'importe quoi. Et donc aussi à accepter n'importe quoi. Voilà. Merci. Merci Julien, parce que tu as réussi à nous faire rire avec des sujets extrêmement graves, parce que ce que je retiens, c'est que nous sommes dans une situation critique, parce que l'analyse que fait effectivement, et le décrit parfaitement bien Mélenchon, c'est une analyse très, très pointue, très précise. Je me souviens même que, alors qu'il avait échoué à passer la qualification pour le second tour de l'élection présidentielle, il avait fait ses comptes, tant de milliers de voix qu'il me manque, divisé par le nombre de bureaux de vote, ça ne ferait que 2 ou 3 bulletins par bureau de vote, donc c'est accessible, c'est faisable, et il est sur cette trajectoire, il a sa vision stratégique, il sait parfaitement de quoi il parle, et il est même capable d'assumer ses contradictions, parce que c'est, comme tu l'as dit, quelqu'un qui a de l'épaisseur, qui a du concentré, et qui, par rapport à l'ensemble des responsables politiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, on voit bien que la plupart d'entre eux ne font pas le poids, et ceux qui pourraient le faire vont réfléchir à 3 fois avant de se confronter ou de se mesurer à lui. Alors, on va passer aux questions avec la salle qui, je suis persuadé, en a beaucoup à te poser, qui trépigne d'impatience de le faire. Mais là, avec Gérard, peut-être 1 ou 2 questions, une pour toi, une pour moi, Gérard, et puis après, on donne aussi la parole à nos amis qui sont présents ici. Je rappelle que nous sommes également en direct sur Zoom et que vous retrouverez le replay de cette conférence sur le site agirensemble.org. Mais peut-être une question très personnelle, parce qu'on t'a beaucoup entendu depuis le 7 octobre sur différentes chaînes de télévision, où on t'invite encore, pas toutes évidemment, comme tu l'as rappelé, mais où tu exprimes des sentiments personnels très profonds par rapport à ce que tu as vécu justement le 7 octobre, et ce que le 7 octobre a révélé chez toi, dans ta relation avec Israël, ta relation avec l'identité juive. Et moi, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus, parce que c'est une question personnelle qui nous touche tous et qui nous parle à tous et qui nous intéresse aussi, venant de toi. Tout de suite? Eh oui. Bon, écoutez, moi... Ça marche. Bon, dans la famille, il y a 2 frères. Il y a moi et mon frère qui s'appelle Jean-Paul. Il y avait une division du travail. Moi, je m'occupais de la gauche, lui, il s'occupait de la droite. Donc, je la fais simple, mais mes parents, quand ils m'ont vu virer trotskiste, ils étaient inquiets. Et donc, ils ont retiré mon frère de l'école publique et ils l'ont mis dans une école juive. Comme on n'avait pas beaucoup de sous, ils l'ont mis dans une école juive à Pavillon-sous-Bois, qui n'était pas forcément une école d'élite intellectuelle. Mais bon, voilà. Puis donc, lui, par ce biais-là, il aurait pu virer comme son grand frère trotskiste, mais il a viré sioniste. Et il est devenu chef du Bêta, je crois, c'est un truc comme ça, en France. Bon, voilà. Mais c'est un bêtard sympathique, puisque pour l'anecdote, c'est eux qui ramassaient les caisses pendant la grande fête de la Concorde, parce que je voulais être sûr que l'argent ne serait pas volé. Et donc, je lui avais confié cette tâche, qui fait qu'il y a eu une scène d'ailleurs extraordinaire, c'est qu'ils avaient les poches pleines de pièces, de badges, etc. Et puis à un moment donné, ils tombent face à un truc qui s'appelait Radio Soleil, je ne sais pas si tu te rappelles,
qui étaient les pros, et qui donc reconnaissent mon frère et son équipe. Évidemment, ça dégénère. Il y a des milliers de pièces qui tombent par terre. Les gens se précipitent. Bon, ça, c'est une anecdote. Bon, bah voilà. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, bon, on était juifs pieds noirs, de tradition. Mes parents n'étaient pas des très religieux, mais avec l'évolution de mon frère, ils le sont devenus un peu plus. Donc, ils ont commencé à faire Shabbat, à manger kasher, etc. Et tout. Bon, voilà. Donc, bon. Mais il y avait la cohabitation fraternelle entre nous qui faisait qu'il y avait une sorte de gentleman agreement. Alors mon frère vous dira que c'est lui qui me formait sur ces questions-là, et moi je dirais que j'écoutais, que je prenais. Voilà. Donc je vous dis ça parce que c'était une toile de fond. Alors il y a une première chose qui m'a beaucoup marqué, que je raconte dans le livre, et je le raconte parce que je l'ai vécu en direct, et ça a commencé à me faire évoluer. Et je le raconte, certains pourraient penser que ce que je raconte est un fantasme, mais comme Bill Clinton a confirmé ce que j'ai dit il y a 3 semaines, moi je me suis retrouvé face à Arafat dans une délégation de l'Internationale socialiste, après ce qu'on appelle les accords de Camp David. C'est-à-dire la fameuse scène, vous vous rappelez, où Barak et Arafat, voilà, qui passe le premier, etc. Et tout le monde se disait, bon voilà, etc. Et puis, au passage, quand Arafat rentre de Camp David, il s'arrête à Paris. Il voit Chirac et il voit M. de Villepin, longuement. Je me disais que celui-là, tu ne l'avais pas cité. Et donc, et je raconte ça parce que après se déclenche la fameuse visite de Sharon sur l'esplanade des mosquées, où Ehud Barak avait demandé à Arafat de regarder ailleurs, et où évidemment l'autre il n'a pas regardé ailleurs, donc ça tourne en émeute, etc. Et donc là, on est dans une situation de paralysie. Donc l'Internationale socialiste, dans laquelle était membre le Parti travailliste, et de manière, je dirais, associée, le Fatah et donc l'OLP d'Arafat. Donc on est mandaté pour aller essayer de peser pour que les choses se calment, etc. Et tout. Donc on se retrouve gentiment avec Ehud Barak dans son bureau. C'est un moment dramatique parce que c'est le moment où sont lynchés les 2 soldats à Ramallah. Et moi je l'ai vécu en direct avec lui, qui devient blanc et qui nous dit allumez la télé, et on voit les mains, les fameuses mains qu'on a retrouvées par la suite, etc. Bon. Et donc, il n'était pas très chaud pour qu'on aille le lendemain voir Arafat, parce que l'état en Israël, c'était quand même compliqué vu ce qui s'était passé, etc. Mais on décide quand même d'aller. Et on se retrouve face à lui. Et là, on a un délire, d'Arafat qui nous dit que, voilà, que, je sais pas quoi, la révolution, le peuple arabe, le machin, etc. Et puis, il se tourne vers moi à un moment donné. Bon, alors évidemment, les dirigeants socialistes qui étaient avec nous, c'était Arafat, donc il le regardait avec des yeux de chimène. Et puis, moi, il se retourne vers moi, il me dit « Vous n'avez pas l'air convaincu, jeune homme. » Bon, c'était sympa, jeune homme. Je lui dis avec mon anglais de cochon, mais qui était aussi cochon que le sien, je lui dis non, je ne suis pas convaincu, parce que vous avez vu M. Ehud Barak hier, il vous a fait des concessions énormes. C'est la première fois que vous avez un État. Vous avez un État, avec un territoire, avec une capitale. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez passer à côté de ça. Alors, il commence à me dire, vous n'avez rien compris. Je dis, non, il commence par me dire, il n'y a pas d'accord. Je dis, non, vous ne pouvez pas me dire, il n'y a pas d'accord. M. Barak, il ne nous a pas menti hier. Donc, il y a un accord. Il dit, non, mais on n'est pas... Je dis, non, mais peut-être qu'il n'est pas finalisé, mais il y a un accord. Donc, vous voyez, ça tourne au dialogue assez sévère. Je prends des coups sur mes chevilles, parce que, évidemment, le patron de la délégation n'arrête pas de me dire, ferme ta gueule, donc il me met des coups de latte. C'est un Chilien. Bon. Ce qui explique la canne. Et donc, voilà. Mais donc le ton monte. Et à un moment donné, il me dit, mais vous n'avez pas compris, jeune homme. Alors, n'arrêtez pas de m'appeler jeune homme. Vous n'avez pas compris, j'ai la rue arabe avec moi. Et moi, ironiquement parlant, je dis, ouais, jusqu'à 18h. Et là, il ne comprend pas. Et je dis, alors il se tourne, je dis, oui, vous avez la rue arabe, vous avez des manifestations, mais vous allez être quand même, encore une fois, abandonné. Donc si vous avez l'illusion que la rue arabe elle va changer les choses, vous vous trompez. Donc il vaut mieux, d'après moi, en revenir à une discussion sérieuse avec le gouvernement israélien et avancer, etc. Il me dit, mais non. Et là, il a cette phrase terrible qui voulait tout dire pour moi. Il me dit, mais je ne suis pas pressé, j'ai le temps. Je regarde, je dis, mais ça fait 50 ans que vous avez le temps. Et là, je comprends que sur le fond, il n'en a rien à foutre d'avoir un État. Voilà. Et quand je reviens en France, d'abord, après, on a une engueulade terrible dans la délégation
avec le Norvégien qui, lui, m'explique que j'avais insulté Arafat, que c'était un scandale. Bon, on en vient quasiment aux mains. Et je reconnais que j'ai pas été gentil, parce que je dis, mais t'es que la Norvège, qu'est-ce que tu me casses les pieds? Moi, je suis la France. Bon, bon voilà. Voilà. Donc, on fait pas la même compte-rendu, etc. Et quand je reviens, je discute avec Hollande et je lui raconte. Et Hollande me dit, mais tu veux raconter ça au Bureau national? J'ai dit, François, c'est quand même un problème important, parce que je te dis, ça sert à rien, ils ne veulent pas d'État. On est en train de se battre pour quelque chose dont ils n'en ont rien à foutre. Sur le fond, d'ailleurs, c'est un problème pour eux d'avoir un État. Ce serait compliqué. Ils préfèrent rester dans cette lutte permanente, etc. etc. Bon, voilà. Je raconte ça parce que le 7 octobre, moi, à partir de là, le cheminement dans ma tête, c'est que tout ça était évidemment la revendication de notre jeunesse, c'est-à-dire un État palestinien qui vivrait de manière coexistence pacifique. Bon, j'y croyais de moins en moins, et j'avais plutôt le sentiment que la radicalisation qui était en cours était voulue, était délibérée. Bon, voilà. Et le 7 octobre, c'est le point de rupture qui confirme définitivement, voilà, les choses. Et toutes nos illusions, voilà, pour moi en tous les cas, elles sont finies. Voilà. Elles sont tombées, premièrement. Et puis deuxièmement, ce qui m'a évidemment beaucoup perturbé, c'est que c'était pas la lutte de libération. Ça n'a plus rien à voir avec une lutte de libération. Des luttes de libération, j'en ai vu. Des mouvements, voilà. Là, il y avait la haine du juif. Il n'y avait que la haine du juif. Et ça, c'était... Là, je me suis dit, là, c'est autre chose. Là, ils vont arrêter de me baratiner sur la juste lutte du peuple palestinien, les misérables, etc. La seule chose qui les intéressait, c'était de tuer du juif. D'ailleurs, ils ont même, pour une part, raté leur opération militaire, parce qu'ils étaient tellement dans l'ivresse de tuer les juifs que le plan qui consistait à aller envahir la ville n'a pas fonctionné, parce que les mecs, ils ont passé leur temps à tuer des juifs et ils perdent du temps. D'ailleurs, sur les écoutes téléphoniques, on voit que les mecs, ils se font engueuler, parce que, bon, là, mais c'est... Et là, oui, donc je réponds à ta question, là, j'ai retrouvé une histoire. Oui, il y a toujours un moment comme ça, hein, un point de retournement qui fait sens complètement dans sa vie. Je voudrais deux choses. D'abord, je voudrais abonder dans ce que tu dis dans le livre, qui m'a touché et ému, puisque c'est une histoire commune, avec un petit décalage d'âge, puisque moi, c'était en 67 que j'étais rentré à la JCR. Toi, c'est autour de 73 70. Et à cette époque, on n'était que 5 lycéens, tous les autres étaient des étudiants. Oui. Et la plupart des membres, si tu te souviens, de la direction de la JCR et de la Ligue étaient juifs d'origine ashkénaze, sauf deux personnalités importantes, qui étaient Daniel Ben Saïd, que tu évoques, lui séfarade, et un autre qui a été mon maître d'enseignement quand j'étais un lycéen, qui s'appelait Gérard de Verbizier, Verja, et qui lui était un petit noble cévenol, dont le grand-père avait été un des fondateurs du Parti communiste français. Et toujours la blague entre nous, au sein de la Ligue communiste, c'était qu'on ne pouvait pas faire les réunions en yiddish, qu'on n'aurait pas été capable de faire, mais qu'on ne pouvait pas faire les réunions en yiddish au bureau politique de la Ligue communiste, non pas à cause du petit cévenol Gérard de Verbizier, mais à cause de Daniel Ben Saïd, évidemment. Bon, ça, c'était nos blagues. Je voudrais rapporter quand même aussi, pour aller dans le sens de la trahison, aussi du trotskisme, c'est qu'il y avait eu à l'époque, par Gérard de Verbizier, un cahier rouge sur Israël et l'armée, et le fantasme, c'était les États-Unis socialisme du Moyen-Orient. C'est-à-dire il y avait un État d'Israël qui était légitime, qui était relié aux autres États arabes, et c'est ensemble, c'était ça le slogan, c'était évidemment totalement hors de la réalité, mais ça n'avait pas une abjection. Sauf un déni de réalité, mais ça n'avait aucune abjection d'être dit. Et dans ce cahier rouge, Gérard de Verbizier, je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, il présentait Tsahal comme le modèle de l'armée révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire une armée populaire mieux que ce qu'était Tsahal. Voilà. Donc vous voyez le changement. Vous pouvez prendre la mesure du glissement qui s'est produit. Alors c'est là où je voudrais en venir, parce que je ne veux pas t'accabler du tout, mais globalement,
il s'est passé quand même quelque chose avec le Parti socialiste dont Mélenchon est un symptôme. C'est-à-dire que le Parti socialiste, il a lâché la classe ouvrière quand même en partie. Il a été marqué par Terra Nova. Il a été marqué par ce clientélisme que tu as très bien évoqué, qui a fait que l'éthique social-démocrate, elle s'est diluée là-dedans. Il a été marqué par un désinvestissement de ce qui était l'éducation populaire et l'éducation des jeunes et l'élitisme de la culture. Je l'ai observé, je l'ai suivi, je l'ai senti, j'en ai été accablé, déçu et ça m'en a éloigné. Juste un petit exemple, et puis je te laisse te défendre ou ce que tu veux dessus. C'est bon, moi aussi j'ai une anecdote. J'ai été une fois invité avant que Hollande ne cède sa place à l'Élysée parce qu'on interviewait quelques personnes et quelqu'un avait suggéré que je méritais d'être écouté. Et donc la personne qui était le responsable de la com de François Hollande était chargée de recueillir les avis. Et sa question c'était « Mais comment se fait-il que notre discours ne passe pas ?» Ce à quoi je suis parti dans un bavardage pensé, en disant « Mais vous passez votre temps à accuser la droite de faire le boulevard à l'extrême droite, alors que c'est vous qui, en lâchant la classe ouvrière, lui ouvrez ce boulevard. Et c'est vous qui n'avez pas tenu votre rang de parti social-démocrate authentique. Et je vous rappelle que c'est une double faute. C'est une faute parce que dans le concept marxiste, la classe ouvrière est le corps rédempteur et souffrant, c'est un corps christique. Et deuxièmement, la France est chrétienne en arrière-fond et elle a envie qu'on s'occupe un peu des pauvres. Elle a envie qu'on s'occupe de ceux qui sont laissés sur le bord de la route du capitalisme libéral. Et vous faites plus ça. Et vous avez choisi Terra Nova. Mélenchon, c'est Terra Nova radicalisé et trépignant. Mais ce Terra Nova, c'est le Parti socialiste qui l'a d'abord établi et installé, non? Je te laisse tout dire ce que tu veux dessus. Terra Nova, c'est pas ça. Terra Nova, c'est pas les banlieues. Terra Nova, c'est l'abandon de la classe ouvrière comme élément moteur des prolétaires, quoi, je dirais, comme élément moteur de la transformation sociale, et l'idée que désormais, c'est les classes moyennes, les classes supérieures qui doivent être le cœur de cible du Parti socialiste. Voilà, c'est ça, voilà. Donc les banlieues ne sont pas... Boniface, c'est les banlieues. Boniface, c'est les Arabes, etc. Et tout. Je m'excuse d'employer les termes aussi brutaux, mais Boniface, c'est ce choix-là. Terra Nova, c'est autre chose. C'est un choix sociologique d'abandon, de dire il n'y a plus de classe ouvrière. Donc comme il n'y a plus de classe ouvrière, ça ne sert à rien de courir après. Et d'ailleurs, pour une part, cette classe ouvrière, elle est aujourd'hui atomisée, précarisée, elle n'a plus de conscience sociale, elle n'a plus de conscience de classe, etc. Et tout. Bon, ça, c'est des débats entre nous. Hein. Bon, voilà. Mais oui, je pense qu'il y a eu un glissement progressif avec une déception qui est née et qui a généré effectivement après tous les comportements que tu as dénoncés. Mais je voudrais revenir, si tu me permets, parce que c'est un petit moment de plaisir que j'ai eu en faisant ce livre. Parce que bon, j'ai été trotskiste quand j'étais jeune. Bon, puis j'avais abandonné le trotskisme. Moi. Bon, voilà, j'étais tout le temps. Et puis quand j'ai fait le livre, j'ai quand même voulu aller regarder un peu tout ça, quoi. Et je suis retombé amoureux de Trotsky. Mais pourquoi je suis retombé amoureux de Trotsky? C'est ce que je raconte dans le livre. Parce que Trotsky, juste c'est pour l'anecdote, mais c'est intéressant. Il commence à son engagement politique, il va s'affronter avec les dirigeants du Bund. Il est envoyé par Lénine pour dire au Bund, il n'y a pas de spécificité, c'est la révolution socialiste qui résoudra le problème de l'antisémitisme. Donc vous ne devez pas avoir d'organisation séparée, vous ne devez pas avoir une autonomie, etc. Et c'est Trotsky qui va leur dire ça. Bon, donc la tension entre les dirigeants du Bund et Trotsky est assez forte à ce moment-là. D'ailleurs, ils écrivent en disant « il me casse les pieds, celui-là, etc. » Bon, voilà. Puis après, je vous fais les cours. Et puis, la première, ce que j'ai trouvé, etc., en 1924, quand commence le combat entre Staline et Trotsky, il écrit un premier texte, il dit « Putain, il me casse les pieds, Staline, il croit que j'ai pas vu le truc. » Il m'appelle plus Trotsky, il m'appelle Lev Davidovitch Bronstein.
systématiquement, il m'appelle Lev Davidovich Bronstein. Il croit que je n'ai pas compris. Il joue de l'antisémitisme qui est présent dans la société, même s'il y a eu la révolution, parce que la société russe, elle était marquée par l'antisémitisme, les pogroms, etc. Et tout. Il joue de ça, déjà. Voilà. Et puis, à partir de là, les choses vont monter en puissance. Et en 1927, quand il est battu par Staline, la campagne de Staline, c'est déjà Trotsky est le représentant des Juifs, des lobbies sionistes, etc. Et tout. Bon. Alors Trotsky, ce qui m'intéresse, ce qui m'a passionné, c'est de voir l'évolution du personnage. Parce que pendant tout un temps, il nie effectivement la spécificité et donc la revendication d'un État, etc. Et puis, là où il a effectivement un caractère prophétique, c'est que dès 1933, et la victoire de Hitler, il dit on va vers la Deuxième Guerre mondiale. Staline s'alliera à Hitler et Hitler fera quand même la guerre à Staline. 1933, il fallait le faire. Hein. Voilà. Et il dit, et c'est ça qui est très important, ça sera la destruction du peuple juif. 1933. Il dit, j'ai les textes, j'ai retrouvé, il dit ça sera la destruction du peuple juif. Et il en appelle partout. Voilà, je veux dire, il lance des appels à la communauté internationale. Et alors, c'est ce qui est même passionnant, c'est qu'à partir de 1937, il demande à tous ces petits groupes qu'il a, etc. Il faut se battre pour donner des visas, parce qu'il faut permettre aux Juifs de se sauver aux États-Unis et en Angleterre. Il faut ouvrir les frontières, il faut donner des visas, etc. Et il dit, il faut même quitter la Palestine, parce que les Allemands vont arriver en Palestine et ils massacreront les Juifs, ce qui s'est joué à pas grand-chose. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il leur dit n'allez pas en Palestine, pas parce qu'il ne veut pas l'État, mais parce qu'il a peur de ce massacre, etc. Et tout, voilà. Et là où c'est pour ça que j'ai eu ce moment de tendresse, c'est que il évolue dans sa conception des choses, dans ses écrits, et il commence à dire faudra peut-être pas attendre la révolution socialiste pour qu'il y ait un État sioniste. Il commence à le dire de plus en plus, en disant, vu la montée de l'antisémitisme dans le monde, on ne va pas attendre, voilà, parce que sinon, donc il faut un État. Et il a cet échange que je raconte dans le livre avec une dirigeante trotskiste américaine, où il lui dit, bon, écoute, c'est le moment où Staline il fait ce qu'on appelle le Birobidjan. C'est-à-dire il essaye de créer un État juif, qui va être terrible, il y a 500 000 morts, etc. Mais parce qu'il veut dire, vous voyez, moi j'ai fait un État sioniste, quoi. J'ai donné un État aux Juifs, ce qui est l'horreur, il leur donne un camp de concentration. Bon. Donc il dit, le Birobidjan c'est nul, mais finalement, c'est pas stupide que les Juifs réclament ce qui est quand même leur lien historique, la Palestine, et donc ça soit en Palestine entre guillemets, qu'ils créent un État juif. Et il a, ce que je raconte dans le livre, il a une rencontre qui va être très passionnante. Voilà, il a une rencontre avec une dirigeante du mouvement sioniste américain de gauche, et elle dit, j'avais en face de moi, j'avais plus Trotsky, j'avais un des nôtres. Parce qu'il est très, très, très imprégné de ça. Et c'est pour ça que je suis redevenu, j'ai une tendresse, parce qu'il est en fait, à la fin de sa vie, c'est pour ça qu'il a retrouvé aussi une histoire. Et on le voit dans ses écrits. Voilà. Donc, et ça, c'est aussi interpellant. Mais c'est interpellant par rapport à tout ce qu'est le mouvement trotskiste aujourd'hui, qui n'a jamais travaillé sur ces questions-là, qui donc se revendiquent d'une histoire, et ils ne savent même pas que leur propre dirigeant lui-même se battait. Voilà. Ce qui fait que, je finis là-dessus, en 1947, quand se crée l'État d'Israël, le mouvement trotskiste est pour la création de l'État d'Israël. Voilà. Alors que, et après, ils ont réécrit leur histoire dans les années 60 en disant non, mais c'est pas vrai, parce qu'ils sont tellement, ils sont imprégnés par cette culture quand même là, et puis par ce qui s'est passé par la suite. Donc ils revendiquent. Et c'est vrai, tu as raison, que longtemps, on disait, nous, la seule démocratie dans la région, c'est Israël. Le seul État, les kibboutz c'était évidemment présenté comme étant l'aboutissement d'une démarche socialiste, etc. Et tout. Donc notre génération trotskiste, elle était imprégnée par cette culture-là. La plupart des jeunes trotskistes, ils allaient passer leurs vacances dans les kibboutz en Israël. Voilà. Et après, ils venaient faire le coup de poing contre les fascistes à la porte des bahuts, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Monsieur, on fait court, comme ça on donne le plus de questions possible. Et... il y a un micro qui arrive là. D'autres personnes qui veulent prendre la parole, levez la main, on vous fait passer un micro. Voilà. Monsieur, prenez votre micro, s'il vous plaît.
Parfait, allez-y. Bonjour Julien, j'ai lu ton livre, il est passionnant. On se connaît depuis 45 ans avec Julien, donc je me permets de l'appeler Julien. Je voulais savoir un petit peu quel est un peu ton sentiment sur une question que tu n'as pas totalement abordée. Jean-Luc Mélenchon est-il toujours trotskiste ? Parce que je crois savoir que les réunions qu'il fait sont souvent la rue des petites écuries où il y a les lambertistes qui avaient leur bureau. Il a poussé un député de Lambertis en Seine-Saint-Denis. Et je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il n'a jamais changé ? Est-ce que tu penses qu'il est toujours resté trotskiste pendant toute cette période, quoi ? Alors, une question, est-ce qu'il est trotskiste ? Une autre question là-bas au fond, celle qui a le micro. Merci madame, allez-y. Oui, ma question, déjà merci beaucoup pour ce constat, que j'espérais que vous nous remonteriez le moral, mais non. J'avoue que c'est un constat que j'ai fait et je suis malheureusement aussi pessimiste que vous sur l'avenir de la communauté juive en France. Ma question concerne justement cet avenir. Est-ce qu'on peut encore voter à gauche en tant que juif ? Et sinon, quelle alternative ? Merci. Sachant que le poids du vote juif est tellement minime comparé à celui des banlieues. Si j'ai bien compris, les banlieues votent majoritairement pour M. Mélenchon. Et d'autre part, j'ajouterais aussi que la gauche française, les Français qui ne sont pas les Français musulmans, qui votent pour la gauche, derrière leur prétexte de défendre la cause palestinienne, je crois comprendre quand même qu'il y a pas mal d'antisémites dans cette gauche purement française. Merci. Voilà. 2 questions. Après on laisse répondre Julien. Est-ce que, tout de suite, est-ce que Mélenchon est encore trotskiste et quid de l'avenir des Juifs de France ? Tiens, prends ton micro, s'il te plaît. Mélenchon est antisémite. Et je le dis comme ça de manière aussi prononcée, parce qu'en fait, Mélenchon a été... c'est Ruth Elkrieff qui a attiré mon attention là-dessus. Elle m'appelle un jour, elle me dit... T'as parlé quand tu étais avec lui de son enfance, de sa jeunesse, etc. Je dis ouais, un peu comme ça, mais pas plus que ça. Il me dit t'as creusé un peu. Je dis non, j'ai pas, franchement, la seule chose que je me foutais de sa gueule, je dis arrête de dire que t'es un pied noir, t'es pas un pied noir. Toi, t'étais un enfant de fonctionnaire français, t'es juste rentré en 62, d'ailleurs il le dit dans ses mémoires, il dit moi j'étais pas un pied noir, moi je rentrais parce que mes parents avaient fini leur temps, et voilà, et j'étais avec ma cage et mon oiseau, et je voyais ces pauvres gens, etc. et tout. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que sa jeunesse, c'est d'abord sa jeunesse de la communauté hispanique au Maroc et en Algérie. Et là, à ce moment-là, il est totalement imprégné d'une culture catholique qui est, au moins dans nos pays, en Algérie et au Maroc, très antisémite. Très antisémite. Les émeutes de 1932 à Oran partent des quartiers hispaniques d'Ekmul. Voilà. Donc, il y a ça qui est là. Voilà. Et d'ailleurs, il nous racontait souvent, moi je ne prêtais pas attention, il disait, ah mais moi j'étais avec le curé, je faisais les je sais pas quoi, les trucs de bedeau, là, je sais pas, voilà, il s'en vantait. Hein. Enfant de cœur, voilà, excuse-moi. Voilà. Et il s'en vantait. Et comment elle s'appelle Ruth me dit, tu sais, maintenant, il y a des processus psychologiques, souvent en vieillissant, il y a des choses de ton enfance qui remontent et qui redeviennent structurantes. Et je suis d'accord avec elle maintenant. Je pense qu'il a renoué avec cet anti-judaïsme qu'il a appris quand il était jeune. Et voilà. Ce qui me permet de répondre. Alors, je vais loin, mais je vois la manière dont... Il y a des phrases maintenant qui ne trompent plus. Quand il dit il était des leurs, ils l'ont mis sur la croix, et voilà. Quand il dit des choses comme ça, voilà, il y a plusieurs phrases que je reprends dans le livre qui sont vraiment là des choses qui renvoient à un... Alors, Et d'ailleurs, plus à l'anti-judaïsme chrétien qu'à l'antisémitisme contemporain. Oui, voilà, exactement, l'anti-judaïsme chrétien, exactement. Voilà. Il a des phrases comme ça, peuple déicide, voilà. Bon,
Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sur l'histoire du trotskisme. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce long passage qui peut être chiant pour plein de gens, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Oui, alors, le trotskisme, il a dégénéré tout doucement. Voilà, il s'est éteint. En fait, quand le mur tombe, le trotskisme n'a plus de sens. Quand le mur de Berlin tombe. Parce que le symbole du trotskisme, c'est la lutte contre le stalinisme. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus d'État stalinien, les trotskistes, voilà, ils n'ont pas de sens. Parce que leur drapeau, c'était nous, ce qu'on détestait, c'était les Stals, hein, qu'on les appelait comme ça. Et c'est avec eux qu'on se battait plus presque que les fascistes. Voilà. Bon, parce que pour nous, c'était pire que tout. Voilà. Et les meilleures bagarres qu'on a eues, c'est contre eux. On leur a mis quelques tartes. Bon. Et ils nous en ont mis aussi. Hein. Bon. Mais c'est là que c'est à partir de là que ça. Il n'y a plus de sens et que les organisations trotskistes, elles sont perdues. Voilà. Alors après, elles deviennent comme le NPA, c'est-à-dire mouvements sociaux, etc. D'ailleurs, ils forment quasiment plus leurs militants comme nous. Nous, on avait, tu te rappelles, c'était ça le caractère positif de ces formations. C'était des écoles c'était vraiment des écoles de formation, de culture. Voilà, on travaillait plus. On apprenait plus et on travaillait plus dans nos réunions de cellules qu'à l'école. Hein. Voilà. Et on était bon parce que on travaillait, et puis parce qu'on avait des exposés à faire, parce qu'il fallait lire, parce qu'on était contrôlé sur nos lectures, etc. Et tout. Voilà. Tout ça n'existe plus. Voilà. Maintenant, c'est le mouvement, voilà, c'est les trucs sur les mœurs, les machins, etc. Bon, voilà, l'histoire, ils connaissent plus leur propre histoire, ils ne la connaissent plus. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans cette... comment vous dire ? Moi, je pense, maintenant, et c'est comme ça que je pense qu'il n'a jamais rompu avec l'organisation initiale dans laquelle il était, qui s'appelait le CI, et qui était ce qu'on appelle la version lambertiste, la version Jospin, etc. Il n'a jamais totalement rompu. Moi, il me disait, non, j'ai plus rien à voir, mais il gardait toujours des contacts. De temps en temps, il me disait, tiens, j'ai vu machin, tiens, j'ai vu, voilà. C'est une amicale. Voilà. Et ce qui m'a interpellé, c'est lors de la campagne de 2017, j'ai revu des cheveux blancs que je connaissais, que j'avais connus quand j'étais jeune. Des types comme Chapira, bon, pas le Chapira socialisme, un autre, voilà, des Gluckstein, bon, voilà, des tas de types qui étaient autour de lui, tout d'un coup, et qui étaient tous ces anciens-là. Ils avaient pris, comme moi, des dizaines de cheveux blancs, pas mal de kilos aussi, mais voilà. Et donc, et sa garde rapprochée, maintenant, c'est celle-là. C'est-à-dire une forme de trotskisme dégénéré. Donc, c'est pour ça que j'ai été amené à travailler sur ce qui se passait en Angleterre. Parce que c'est la même chose. D'ailleurs, ces trotskistes-là étaient en liaison, dans les années 70, avec les trotskistes anglais. Donc, alors, c'est vrai que désormais, c'est lui le patron de ce groupe. Le journal s'appelle Information ouvrière, qui sort toutes les semaines. C'est un bulletin en défense de Mélenchon de H à Z. Voilà. Voilà, oui, Rivarol aussi. Voilà. Et les locaux, il a récupéré, c'était une très bonne opération immobilière d'ailleurs, il a récupéré les locaux de cette organisation 87 rue du Faubourg Saint-Denis. Et ils avaient fait une opération immobilière remarquable. Et là, c'est là qu'il a son bureau, c'est là qu'il fait ses écoles de formation. Et voilà. Et donc, c'est évidemment sa garde rapprochée. Mais c'est voilà, c'est les trotskistes anglais qui sont devenus pro-islamistes. C'est tout, hein. Et sur l'avenir des Juifs de France, la question de madame. J'en sais rien, moi, personnellement. Quoi. Je veux dire, j'ai pas la réponse à cette question-là. Personne ne l'a, d'ailleurs. Ce que je sais, c'est que l'avenir des Juifs de France va dépendre de l'avenir de la France elle-même. Quand... moi, bon, c'est mon copain, et même si on s'engueule, il a quand même été le premier à dire « de gauche irréconciliable ». Et Dieu sait si, à l'époque, je n'avais pas aimé cette formule-là, mais je pense qu'il avait raison. Il l'a bien vu. Manuel Valls, quand il dit il y a désormais, et je suis d'accord avec lui, de gauche irréconciliable. C'est pour ça que je vous ai dit je reprends ma carte au PS pour aller leur dire maintenant il faut rompre avec Mélenchon. Sinon vous allez mourir. Il faut rompre avec Mélenchon. Il faut assumer cette rupture une bonne fois pour toutes. Et je pense d'ailleurs que dans le Parti socialiste, désormais, on peut être majoritaire sur cette question-là. De tout ce que j'entends, voilà, etc., on peut y arriver. C'est pour ça que je vais essayer d'aller aider à ça. Bon, il va falloir donner un peu de courage à quelques individus comme François Hollande. Mais voilà. Donc, l'avenir des Juifs va dépendre de l'avenir de la République. Quand Manuel a dit la République, et j'aime la formule la République, pas la France.
la République ne sera plus la République si elle n'a plus ses juifs, il a raison. Ce sera autre chose. Voilà. Donc le combat, il a lieu aujourd'hui. Et ça me permet de faire une incidence, et je ne vais pas être trop long. C'est plus compliqué que ça, la communauté musulmane en France. Et c'est pour ça que j'en veux à Mélenchon aussi. C'est plus compliqué que ça, parce que moi, j'ai été député de circonscription où la majorité de mes électrices et mes électeurs étaient des musulmans, de confession musulmane. Ma suppléante était, d'ailleurs, on avait un jeu entre nous, parce qu'elle s'appelait Fatima. J'avais fait exprès de la prendre pour ça. Et les socialistes m'ont gueulé à l'époque. Ils me disaient, ouais, tu prends une suppléante, Fatima, tu te rends compte ce que ça va faire. Je dis, non, avec mon passé, je la prends, etc. Et donc, elle me défendait. Elle se faisait engueuler par toute une partie des quartiers qui me disaient, ouais, mais t'es l'arabe de service pour Julien Drey. Mais elle l'a assumé, elle a mené la bataille. Et en fait, elle me faisait des scores incroyables à la Grande Borne et dans les quartiers. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une partie des musulmans de France, je fréquente, français, qui disent mais nous on n'a rien à voir avec. Voilà. Et lui il les enferme là-dedans. Alors le problème qu'on a, il faut être honnête, c'est que on n'arrive pas à trouver des figures qui acceptent de mener cette bataille-là. Voilà. Et moi j'adore Chalgouni, c'est mon pote, voilà. J'adore Sifaoui, etc. Mais on n'arrive pas à avoir des figures symboliques jeunes qui nous disent en privé, on est d'accord avec vous, mais qui n'osent pas aller à la bataille. Bon. On va prendre encore 2 questions, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, je voulais vous poser une question. Je pense que d'ici 50 ans, ou maximum 60 ans, la France sera la République islamique de France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on prenne exemple un peu sur la Suisse, qui ne reconnaît pas le droit du sol, et pour devenir Suisse, vous devez passer un examen d'histoire suisse, de répondre aux questions, etc., et de montrer que vous vous êtes assimilé. Et bon, c'est pas grave pour moi, dans 50 ans, je ne serai pas là, mais... Donc c'est toute la question, en fait, sur les problématiques migratoires et droit du sol, etc. Monsieur ? Bonsoir. Ah, ici ? Attendez. Monsieur d'abord. Posez vite, et après posez la vôtre également. Je voulais savoir si vous pensiez que la défense de la cause palestinienne entre guillemets par Mélenchon était sincère ou stratégique. Cause palestinienne sincère ou stratégique, oui. Dernière là-haut. Oui, bonsoir. Je pense que vous avez déjà répondu en partie à ma question, mais est-ce que, de par tout ce que vous venez d'évoquer, Monsieur Drey, est-ce que vous diriez qu'il a conscience de son antisémitisme, en fait, qu'il sait pertinemment qu'il est antisémite et qu'il continue d'agir malgré tout? Alors, on peut en prendre. Monsieur Drey, s'il vous plaît, j'ai lu votre livre passionnément. Faites court. J'ai trouvé très magnifique. Les 9 premiers chapitres sont passionnants. Et le 10e, qui parle du campisme, et si vous voulez, c'est l'ouverture sur pour qui va-t-on voter. Vous disiez que l'élection peut se précipiter. Donc elle peut avoir lieu dans 6 mois. Mais dans le meilleur des cas, si l'évolution politique est normale, elle commencera dans 2 ans. Donc vous n'aurez pas le temps de reconstituer le Parti socialiste. La bataille culturelle est perdue d'avance. Gramsci peut se retourner. Donc la question, monsieur. La question est simple. Voteriez-vous, appelleriez-vous à voter pour quelqu'un de droite? Alors la dernière question, et désolé pour les autres. J'ai une question différente. Pensez-vous que Mélenchon est un problème de personnalité, que c'est une personnalité paranoïaque? Voilà, c'est des questions qui, toutes mises bout à bout, c'est un sujet de colloque. Non. On va laisser répondre et puis après on sera... Mélenchon, je vais répondre par la dernière question parce qu'effectivement, en travaillant sur le livre, Mélenchon, il a un problème très simple. Il a une haute idée de lui-même et il ne comprend pas qu'on ne le reconnaisse pas à la hauteur de ce qu'il est. Et donc, il a fabriqué un sentiment de ressentiment. Et d'ailleurs, il le dit dans ses livres. Il dit, je suis pétri de ressentiment et dans ce ressentiment... la personnalité de François Hollande et du Parti socialiste est très importante. Parce que c'est vrai, je l'ai assisté, que François Hollande a martyrisé Mélenchon quand il était premier secrétaire. Inutilement. Et donc, j'ai entendu plein de fois Mélenchon me dire « cet abruti, il connaît rien, regarde-le, ce qui est pas... Bon,
Bon, comme c'est enregistré, je fais gaffe, parce que là, déjà, l'autre, elle va me faire un procès, la Sandrine Rousseau. Bon, mais c'est vrai qu'il n'a pas voilà, il n'a pas la culture historique que nous on avait, etc. et tout, et que c'est pas un fanat des débats théoriques, mais, Hollande. Voilà, la théorie pour lui, c'est compliqué, ça sert à rien. Il vaut mieux faire la commission de synthèse. Bon, et donc il a fabriqué ce ressentiment parce qu'il a eu le sentiment qu'il n'était pas reconnu par le parti à la hauteur de ce qu'il aurait dû être reconnu, c'est-à-dire comme voilà. Et ça, et en permanence, voilà. Et mais ça, vous retrouvez ça chez Doriot, vous retrouvez ça chez Laval, vous retrouvez il y a toujours ce phénomène de ressentiment et donc cette blessure narcissique qui justifie après tous les errements par la suite. Alors, ça, bon. Après sur la question voter à droite, on a déjà voté à droite, on a voté pour Chirac, donc c'est pas. Voilà. Donc la vraie question n'était pas celle-là. La vraie question était, est-ce que dans un deuxième tour, Le Pen, Mélenchon, pour qui voter? C'est la question que vous n'avez pas posée, mais je sais bien qu'elle est dans votre tête. Alors là, on est dans un moment particulier. Si on a une présidentielle anticipée, on n'a personne. Bon, faut être honnête. Si on en a un, non. François Hollande. Alors, non, mais attendez, mais vous avez le droit de. Vous avez le droit. C'est pas une réunion du parti trotskiste ce soir. Non, Alors non, vous calmez, s'il vous plaît. Vous avez le droit de faire ce que vous avez fait, je le comprends, mais vous allez réfléchir avec moi 2 secondes. Vous allez réfléchir 2 secondes avec moi et après vous aurez le droit à votre question. Si on a une présidentielle anticipée, il y a, voilà, dans les 3-4 mois, le seul homme d'État qui sera crédible, y compris par rapport à la droite, si. Non, bon, Sarko, il peut pas. Il a un problème simple, c'est qu'il a un truc qui est là, vous voyez, comment ça s'appelle là, voilà, un bracelet. Non, mais bon, il ne tiendra pas. Honnêtement, connaissant le système, il tient pas 2 secondes, Sarko. Il le sait lui-même. Il a passé son temps à essayer. Il n'est pas candidat. Bon, voilà. Bon, enfin, voilà. Et vous allez avoir. Moi, pourquoi je vous raconte ça? Parce que il y a dans les débats que je mène, etc., il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est assez new, il s'appelle Jean-Sébastien Franjou. Et il dirige un site qui s'appelle Atlantico. Donc vous ne pouvez pas suspecter Atlantico d'être de gauche. Hein. Bon, d'accord. On mange ensemble il y a 4 jours, parce que moi j'aime bien discuter avec lui, etc., je pense à un type intelligent. Et il commence le repas, il me dit, alors, Hollande va être président. Je lui dis, arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il me dit, ah bon? Je lui dis, non, t'es sérieux? Il me dit, évidemment que je suis sérieux. Si on est dans une législative, on est dans une présidentielle anticipée, tu verras que le système qui voudra de la stabilité, le système ira chercher Hollande. Et tu verras, on parle, il me dit, et tu sais quel va être le premier groupe qui va chercher Hollande? Bolloré. Je dis, non, mais vous avez le droit. On s'en fiche. C'est pas une question de croyance. Écoutez-le, il fait une analyse, il dit pas ce qu'il a envie. Mais le problème, c'est pas d'y croire. Voilà, le problème, on peut croire plein de choses. Moi aussi, j'y crois pas. Oui. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, juste comme ça, pour la confidence. Moi, François Hollande, je le connais quand même assez bien. En mai 2011, il fait combien dans les sondages? Voilà. Donc moi, le premier, je dis, il a aucune chance. C'était mon pote, hein. Voilà. Moi, je l'ai toujours appelé le gagnant du loto. Voilà. Et j'ai souvent dit à mes copains, quand vous rentrez dans un casino, vous vous mettez derrière lui, et quand il joue, vous jouez. Je suis sûr que vous allez sortir avec beaucoup d'argent. Non, Macron, c'est pas le gagnant du loto. C'est le gagnant une fois du loto. Tandis qu'Hollande, lui, il a gagné le loto tout le temps. Voilà. Et je pourrais vous expliquer un peu les choses, d'où il part, et à chaque fois, comment il arrive à rebondir, etc. Et là, regardez bien ce qui est en train de se passer.
Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous croyez pas. Mais regardez ce qui est en train de se passer dans les sondages et dans l'opinion et dans le système, parce que le système, ça existe même peut-être plus qu'avant aujourd'hui. Et le système, il va commencer à paniquer si on va dans une confrontation. Et il cherchera l'homme d'État capable de tenir la machine. La droite n'a pas d'homme d'État en ce moment. Ils sont en train de se déchirer les uns les autres, ils vont se tuer, n'a pas. Voilà. Vous vous souviendrez de cette discussion. Je ne sais pas si ça va se passer, mais gardez-le quand même dans un coin de votre tête. Voilà. S'il y a une présidentielle anticipée. Après, s'il n'y a pas de présidentielle anticipée, ça veut dire que c'est autre chose, parce que ça veut dire qu'il y a une bataille politique qui va se développer dans les 3 ans qui viennent. Ça veut dire que le Parti socialiste, s'il travaille, va être amené à écrire un programme, un projet. Et il y a, dans le Parti socialiste aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est pas Olivier Faure. Le Parti socialiste, c'est aussi toute une nouvelle génération de maires de qualité, à commencer par le maire de Montpellier, qui, je peux vous dire, va mener une bataille de chiens contre la France insoumise, qui veut sa peau. Voilà. C'est le maire de Marseille, qui va mener lui aussi une bataille de chiens. Voilà. C'est Carole Delga dans la région. Voilà. C'est le maire de Nancy. Il y a toute une génération d'élus locaux. Pardon ? Il y a Bram, même s'il va un peu vite d'après moi, je l'adore, mais bon, voilà. Mais il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a toute une génération d'élus locaux. C'est en ce sens-là qu'on a gardé quand même un petit caractère social-démocrate, parce qu'on a gardé ce tissu, qui est issu d'ailleurs du travail qu'on a fait avec Hollande, qui était une implantation municipale très forte, etc. Et tout. Donc il peut y avoir dans cette bataille-là des personnalités nouvelles, une génération nouvelle, et donc une alternative politique qui se crée autour de celui ou celle qui sera le mieux à même à ce moment-là. Mais c'est par la bataille que ça va s'imposer. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qui, mais je sais qu'il y a un potentiel. Voilà. L'immigration, droit du sol. Bon, on va finir là-dessus quand même. Non, le problème, c'est là, oui, il y a une mutation, et y compris, il y a une mutation pour les socialistes français. On avait commencé à travailler. On perd en 2002. Il y a la question de l'antisémitisme et on perd sur la sécurité. Vous vous rappelez, on perd sur un discours ambigu sur la sécurité, parce qu'il y avait toute la théorie développée par tous les droits de l'hommistes de l'époque que je connais. C'était sur le thème, oui, mais vous comprenez, le petit délinquant, les conditions de vie, etc. Et on avait un débat terrible sur, voilà, quoi. Moi, je disais, un délinquant, c'est un délinquant, et donc ça doit être sanctionné. Et donc, on m'a appelé la gauche barbelée à l'époque. Bon, mais je pense que j'avais raison. Et après, on avait évolué. On avait un discours qui, d'après moi, après la défaite de 2002, qu'on a recentré sur les problèmes de sécurité. Ce qui fait que, d'ailleurs, quand on gagne en 2012, on n'est pas suspecté de laxisme en matière de lutte contre la violence, etc. Et que les ministres de l'Intérieur qu'on a ne sont pas suspectables, même si je pense qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Mais ça renvoie à des tas de choses sur la manière dont il faut désormais aborder ces questions-là. Et la question judiciaire n'est pas la moindre en la matière. Mais bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une régression. Tout ce travail-là a été la fréquentation de Mélenchon et la manière dont ils ont signé, etc., fait que tout ce travail-là n'est plus dans leur discours. Voilà. Mais pas les élus locaux. Parce que les élus locaux, ils savent ce qui se passe. Voilà. Alors après, sur l'immigration, moi je pense que la social-démocratie française, elle doit faire la même chose qu'ont fait tous les autres pays, les autres partis sociodémocrates en Europe. Il faut avoir une ligne claire. On ne peut pas, je veux dire, Michel Rocard dit en 1988 dans l'hémicycle, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Alors tout le monde a oublié, mais c'est lui qui le dit, et il a raison. Bon, on s'était engueulé, lui et moi, parce que j'avais dit, mais rajoute quand même, on ne peut pas accueillir toute la misère, mais la part qu'on prend, on la traite bien. Il m'a dit, oui, tu as raison, d'ailleurs il l'a fait après, etc. Et tout. Bon, voilà. Donc on doit être clair. Et alors c'est pour ça que moi, je ne crois pas à la France islamiste, comme certains le pensent. Parce que je pense que la société française, elle a atteint un point de rupture qui est très, très, très grave. Très, très grave. Et les gens, ils disent rien, mais ils n'en peuvent plus. Voilà. Et si nous, on n'est pas clair là-dessus, et si on n'est pas clair là-dessus, c'est-à-dire si on n'a pas une ligne claire qui dit oui, on a une partie qu'on accepte. Moi, je suis plutôt même... c'est moi qui ai inventé la théorie des quotas. Voilà, voilà. Je me suis battu dans le Parti socialiste pour qu'on défende l'idée des quotas, et parce que je pensais qu'à partir de là, on maîtrisait un peu les choses, mais il faut que le Parti socialiste, sur ces questions-là, s'il veut reprendre crédit, il faut qu'il soit clair. Il y a un moment donné où on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va falloir changer les dispositifs législatifs. Voilà. Et il faut l'assumer en tant que tel. Je veux dire,
un OQTF, ça doit être reconduit à la frontière et expulsé le plus rapidement possible. Et il faut arrêter avec la multiplication des procédures, etc. Et il faut l'assumer comme tel. Voilà. Et on ne peut pas accueillir n'importe comment aujourd'hui toute cette pression migratoire. Mais ça, il faut le tenir. Les Danois l'ont bien fait. Les Suédois, maintenant, le font. Les Allemands sont en train de le faire. Voilà. Et nous, on avait commencé à le faire. Après, maintenant, évidemment, on est sur... on ne sait plus d'ailleurs pourquoi on est. Voilà. Mais la bataille, elle doit être... voilà. Et je pense qu'il faut avoir une position très ferme sur ces questions-là, parce que sinon, on va être emporté par la vague. Pour terminer, parce qu'il y a une question à laquelle il n'a pas été répondu, sur la cause palestinienne et l'instrumentalisation par la France insoumise et Mélenchon de la montée de l'islamisme en France. C'est sincère, c'est du trafic, c'est de la manipulation, c'est grave? Non, c'est totalement sincère. Et Mélenchon, il considère désormais que ses alliés, c'est les islamistes. Alors, il est dans la merde là depuis 2 jours. Parce que la Syrie, c'est pas simple. Non. Voilà. Alors, et ça me permet de vous faire une remarque collective. La Syrie, c'est pas simple et il ne sait plus comment faire. Alors là, vous avez vu que depuis ce matin, il dit mais comment vous pouvez me reprocher? Moi, j'ai toujours été. Pour l'anecdote, il y a cette photo qui l'emmerde particulièrement. Où il est avec Bachar. Et là, à l'époque, on était ensemble. Donc, on travaillait ensemble. Et moi, lui, il était ministre, moi, j'étais député, machin, etc. et tout. Mais c'est moi qui gérais tout le courant. Donc, vous imaginez bien que dans le courant de la gauche socialiste qu'on gérait à l'époque, bon, déjà, les mecs, qui gueulaient un peu parce qu'ils trouvaient qu'il était un peu trop faillot au gouvernement Jospin. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, nous, entre nous. On disait, c'est le plus faillot du gouvernement. Parce que quand il aime, hein, vraiment. Hein. Vous avez peut-être tout le monde a oublié, mais quand Rocard est premier secrétaire du Parti socialiste, le premier rocardien en France s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il a même fait un livre là-dessus. Bon, mais ça c'est juste pour l'anecdote. Et donc, voilà, photo arrivée. Et le soir, on a une réunion. Donc, la réunion est assez tendue, pour le moins. Bon, moi j'essaye de faire un peu parce que c'était moi qui gérais tout, donc de faire la synthèse. Mais je lui dis, mais pourquoi t'as accepté ça? Il dit, oui, mais tu comprends, Lionel me l'a demandé. D'accord, ok, mais Lionel te demande, tu peux te porter pâle. Il dit, ah, non. Un homme d'État, ça doit assumer. Et c'était une leçon aussi à montrer, que je voulais montrer, c'est pour ça que je dis, je voulais montrer que j'étais un homme d'État. Je dis, écoute, ça nous coûte cher, hein, l'homme d'État. Hein. Bon, j'imaginais pas que ça lui coûtait aussi cher aujourd'hui. Ouais. Et là, il est emmerdé, parce qu'évidemment, voilà. Mais que les choses soient claires, il est emmerdé, mais en même temps, il y a plus grave que cette photo. Voilà, vous avez la réponse. La présence de Rima Hassan, c'est pas rien. Rima Hassan, on me raconter ce qu'on veut, j'en ai vu des jeunes bons, brillants, éclatés. Mais c'est du haut niveau, ça. Hein, elle n'a pas appris en 2 jours. Ça, c'est une agent, ce qu'on appelle une agent formée. Elle a été mise au service. Et Mélenchon a accepté de la mettre d'être son tuteur. Et là, ça veut dire qu'il avait un accord avec les forces islamistes. C'était d'ailleurs, je pense que ce point-là, c'était la manière dont il leur disait, voyez, je suis des vôtres, puisque j'accueille Rima et que je la mets en scène et que je la parraine. Voilà. C'était ça le jeu avec Rima. Donc, les passages photos, c'était des messages envoyés très loin. Oui, et puis vous voyez... Pas seulement pour les banlieues. Ouais, parce que tout est à travailler. Hein. Moi, je l'ai étudié parce que ça m'a... Au début, je me suis dit, elle est brillante, celle-là, comment d'où elle sort. Puis après, j'ai regardé, y compris même regardé la manière dont elle joue en image avec le frère palestinien. Elle en fait un objet esthétique. Ça elle n'a pas inventé toute seule. Hein. Ça a été travaillé avec des communicants, etc. Et tout. Donc c'est une vraie agent, elle est là, une agent d'influence, etc. Donc là, ils sont dans la merde. D'ailleurs, je pense qu'elle est encore plus dans la merde, parce que il y a forcément en Syrie des langues qui vont se délier. Et on va évidemment apprendre des choses dans les jours et les semaines à venir sur la manière dont tout ça a été. Voilà. Alors, ça me permet de faire une remarque, si vous me permettez, avant de conclure. Pour finir. Voilà. On est dans un moment particulier avec ce qui est en train de se passer. En Syrie, Assad est tombé, mais un État islamiste peut se constituer très vite. Mais il peut se constituer qu'à une condition, c'est qu'il écrase les Kurdes. Qu'il écrase les Kurdes, parce que les Kurdes sont l'antithèse de cet État islamiste qu'ils veulent construire.
Ils sont l'antithèse sur la femme, sur la religion, etc. Et là, à l'heure où je vous parle, les choses sont dramatiques. Parce que dans l'offensive qu'il y a eu en cours, il y a HTO, là, ce qu'on voit, mais il y a surtout une autre organisation qui s'appelle l'Armée nationale syrienne. Cette armée nationale syrienne, elle est totalement armée, organisée par Erdogan. Et Erdogan n'a qu'une idée en tête, c'est d'écraser les Kurdes. Et les islamistes n'ont qu'une idée en tête, on l'avait vu dans la phase précédente, c'est d'écraser les Kurdes. Et la bataille a commencé, militairement parlant, elle a commencé. Ils ont repris une ville, les forces islamistes ont repris une ville, ils ont déjà massacré plusieurs dizaines de Kurdes et de femmes kurdes. Vous avez des images terribles où 2 combattantes kurdes, vous pouvez trouver sur Internet, sont arrêtées, elles ont été totalement lynchées. Ça, mes amis m'ont raconté après, parce que c'est l'horreur. Vous savez, je raconte souvent que les combattantes kurdes, elles ont une règle. Elles ont une grenade avec elles. Elles ont toujours une grenade. Parce que si elles ne veulent pas être prisonnières, et donc elles se font sauter. J'ai plusieurs amis, moi, qui se sont fait sauter, notamment à Idlib, parce que voilà, elles étaient là, elles sont venues à Paris, etc. Et c'était 2 commandantes, et elles n'ont pas voulu être violées, etc. Donc elles se sont fait sauter. Voilà. Là, les 2 qui ont été arrêtés, visiblement, elles n'ont pas eu le temps d'utiliser, et donc elles ont été lynchées. C'est l'horreur, hein, après, la manière dont ils se comportent, etc. Et là, je lance cet appel-là à tout le monde, il faut sauver les Kurdes. Si on ne sauve pas les Kurdes, si on ne les défend pas, si on ne les sauve pas, il y aura un État islamiste, et cet État islamiste, il n'aura qu'une idée en tête, hein, c'est d'attaquer Israël. Hein. Mesdames, Messieurs, c'était... Alors vous me dites, on fait quoi? Eh bien, il faut que tout le monde parle, parce qu'il y a une mobilisation des opinions qui doit faire pression sur les gouvernements. Parce que les combattants kurdes, ils veulent un peu d'armes, bon, parce qu'ils ont, voilà, mais ils ont un problème, ce qui est très simple, c'est l'aviation turque. Parce qu'ils n'ont pas d'avion. Et l'aviation turque, elle les bombarde, et après, ils ne peuvent pas tenir. On a gagné la bataille dans la phase précédente, quand il y avait Daesh, parce que l'aviation française et l'aviation américaine ont servi de protection aux combattants kurdes. C'est comme ça qu'on a pu après... Voilà. Et là, il y a encore des forces françaises. Il y a une base française qui est présente, il y a des forces américaines, et il faut déclarer... Alors, moi, notamment, parce qu'Israël a un rôle très important à jouer dans cette affaire-là. Parce que si Israël dit on ne touche pas aux Kurdes, et de toute manière, nos avions, dès que les troupes de l'armée nationale syrienne vont avancer, ben on va s'en occuper. On va s'occuper de l'armée syrienne, on va s'occuper d'eux aussi. L'affaire, elle est pliée. Et c'est franchement, je vous le dis, c'est très important, parce que si les Kurdes tiennent, il n'y aura pas d'État islamiste. Parce qu'à ce moment-là, le peuple syrien, lui, il va dire, ah ben attends, nous on veut pas la charia, on veut pas, etc. En tous les cas, il y aura une bataille énorme. Sinon, alors là, les illusions de ceux qui vous disent, mais attendez, on va voir. Rappelez-vous, juste Le Drian à l'Afghanistan. Hein, quand les Afghans arrivent, ils disent, non, il faut discuter avec eux, il y a un islamisme modéré. Dites-moi le nom d'un islamisme modéré, je n'en ai pas trouvé encore, moi. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'était Julien Dray, la masterclass de Julien Dray, et qui dédicace son livre « Qui est Mélenchon ?» à l'étage. Je pense qu'il en reste encore à vendre. Et on vous rejoint tout de suite pour les signatures. Et surtout, restez connectés, parce que le combat d'agir ensemble contre l'islamisme, contre les wokistes et pour la République ne fait malheureusement que commencer. Merci à tous de votre présence. Alors ça date. Non, c'est pas bien ce qu'il a dit. Bien, mais ça te